Attention, 2 contre 1, Thierry. Pour un mec arriver en pro, il sait pas faire un 2 contre 1, c'est dur. Il y a des temps à jouer, il y a 2 contre 1. Ouais, c'était facile. Le 2 contre 1, Sissoko. C'est pas faire un 2 contre 1, c'est dur. Nouvel entretien sur la chaîne du Club des 5. Salut à tous, bienvenue sur la chaîne pour un nouveau 2 contre 1. Je suis très heureux, je suis très content d'être avec vous parce qu'on va aborder une carrière atypique, une carrière spéciale et une carrière forcément intéressante. Anthony Knockaert est avec nous. Salut Anthony. Salut les gars. Ça va? Bonjour à tous, ouais, ça va, merci. Impeccable. Ouais, Comment t'étais en 2 contre 1 toi en carrière? Ouais, c'était facile. non, 1 contre 1 c'était facile. Après 2 contre 1, voilà, c'est plus difficile à gérer. Des fois, soit tu passes ou soit tu vas te manger un stop, mais voilà, je préférais le 1 contre 1 quand même. Ouais. Et puis sinon, un 2 contre 1, ça faisait souvent but. Hein. Ouais. Les frappes du gauche dans la lucarne avec Anthony Knockaert, c'était plutôt pas mal. Mes 2 acolytes avec moi, Elton Mokolo, Walid Acharchour. Bonsoir, bonjour. Bonjour Salut à tous. Romain. Salut Romain, salut Anthony. Salut Anthony. Ça va? Salut. Ça va très très bien, je suis très très content de le recevoir. Ça fait longtemps que je voulais faire Anthony dans ce format-là et je pense qu'on va s'éclater avec les gens aussi. Ouais. Anthony Knockaert, c'est pour les puristes. Hein. S'il y a des puristes du Championship, s'il y a des puristes des frappes, je disais dans la lucarne du gauche, il y avait Arjen Robben, il y avait Anthony Knockaert aussi. Je dis ça, je commence tout de suite parce que j'ai vu un match à Craven Cottage avec Fulham, un match de coupe face à Aston Villa. C'était juste avant le Covid, en 2020. Ouais. Et t'as mis un but de fou. J'étais avec ma copine et ça a rentabilisé en fait dans mon voyage à Londres. J'ai eu pas mal de déplacements au stade que j'ai pu faire grâce à ce but-là par la suite, tu vois. Donc merci à toi. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui il te met à la même hauteur que Arjen Robben. Ouais, voilà. Il abuse un petit peu. Anthony, avec toi, on va aborder pas mal de thèmes sur ta carrière, sur les équipes pour lesquelles tu as pu jouer, et puis aussi on va parler de foot, quoi, comme d'habitude dans les conversations avec le Club des 5. Juste avant, donc tu as mis un terme à ta carrière cet été. Ouais. T'es quand même assez jeune. Ouais. Je crois que t'es plus jeune que moi. Pourquoi 32 ans. Ouais, 32 ans. Pourquoi t'as arrêté cet été alors que physiquement on peut se dire que tu peux encore tenir, quoi. Ouais, surtout après le match de Lyon il y a encore quelques mois. Je pense que je sais que j'avais encore le niveau, je sais que je pouvais encore performer, mais je pense que c'est un tout. J'ai commencé très jeune. J'ai fait énormément de sacrifices, j'ai été énormément à l'étranger, donc je pense que c'est un tout. Voilà, je voulais me rapprocher de ma famille et profiter de la vie. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ne s'en rendent pas compte, mais c'est des sacrifices énormes. Il y a une usure mentale, surtout quand tu commences jeune, je pense, parce que dernièrement on a appris la retraite de Raphaël Varane aussi, dans un autre style de carrière, mais qui a aussi commencé assez tôt et qui arrête donc lui aussi assez tôt. Et c'est ça aussi, c'est que ça pèse plus que sur les jambes, c'est aussi sur la tête. Je pense que c'est plus mental. Après moi personnellement c'était plus mentalement. Je pense que j'étais arrivé à la fin, au bout du bout, j'avais plus la passion et je ressentais plus les émotions que je ressentais quand j'étais jeune, et je m'étais toujours dit peu importe la carrière que je ferais, le niveau où j'irais et tout ce que je ferais dans ma carrière, le jour où j'ai plus faim j'arrêterai. Et voilà, ça a été un mélange de revivre des moments spéciaux et vivre une vie normale avec ma famille, et aussi le fait que mentalement, je commençais à lâcher. Ouais. On a l'impression aussi, Oli, tu me dis si je me trompe, mais pour les joueurs qui étaient en fin de contrat, et c'était ton cas puisque tu étais en fin de contrat à Valenciennes, ça a été assez difficile. Alors il y a Adrien Rabiot qui a en plus beaucoup marqué ce mercato, mais ça a été assez difficile de retrouver aussi des contrats sur on a eu des exemples même pour les joueurs libres qui avaient beaucoup plus de possibilités qu'Anthony. On a parlé avec Maxime Lopez, on a parlé avec Adrien Rabiot, où c'est des joueurs qui espéraient peut-être un peu mieux et qui n'ont pas eu. Donc peut-être que toi aussi tu avais cet été pas les opportunités que tu voulais, ou c'était vraiment toi déjà d'entrée un Non, toute choix. honnêteté, je savais que j'aurais de toute manière, au plus j'allais avancer, là au moins j'aurais eu ce que je voulais. Ça c'est normal, que ça soit en termes de club ou financier. Je le savais, j'étais prêt. Ça, c'est pas ça qui a fait faire ma décision. Et c'était plus le mental. Je me disais repartir pour un an peut-être dans un pays étranger ou
ou que ça soit en Pour France. repartir en national, par exemple. Ouais, ou même. T'as pris une licence en Belgique, non? T'as pas pris une licence? Ouais, mais ça, voilà, là, à l'heure actuelle, je revis en fait. Je joue dans un club amateur à Moucron, en Belgique. Je m'éclate. Bon, là, je viens de me blesser parce que bon, c'est plus le même rythme en termes d'entraînement et tout ça. Mais je me revoyais plus refaire un an, repartir pour refaire une saison. En fait, c'est les entraînements, tout ça que je supportais plus. Et voilà, je le savais, j'arrivais vers la fin. Déjà l'année passée, avant de signer à Valenciennes, j'avais été clair avec le directeur sportif de Valenciennes. Je lui avais dit, écoute, je sais que ça pourrait être ma dernière année. Ça dépendra de ce que je fais cette année. Mais moi, je voulais pas lui dire parce que je voulais encore faire un an au moins pour voir si vraiment ça allait me relancer mentalement. Parce que je sortais quand même de Fulham dans 4 saisons difficiles mentalement. Je pense qu'ils ont été la grosse clé de mon déclin mental peut-être, de ta déconnexion un peu plus avec... Du déclic mental qui m'a fait que ça m'a un peu écœuré du foot. Donc je m'étais dit, moi, essaye de refaire un an, Anto, quelque part où tu es près de ta famille, parce que je suis du Nord, donc voilà, j'étais près de ma famille et voir si vraiment je me rattachais au foot à fond. Et ça, là, ça n'a pas Et il s'est passé quoi à Valenciennes? Donc, ça n'a pas pris à Valenciennes parce que tu l'as dit tout à l'heure, tu as fait un match contre Lyon assez étonnant en Coupe de France, à l'image de la saison de Valenciennes où en Coupe de France c'était assez remarquable et en Ligue 2 catastrophique. On rappelle un demi-finale de Coupe de France contre Lyon et descente en nationale et avec un nombre de points assez pas une petite descente, ça se joue pas à peu de choses. Il y a eu beaucoup de descentes en Ligue 2 mais il y avait un nombre de points. Et tu n'avais pas la flamme parce qu'on avait eu des échos aussi sur peut-être des histoires avec le coach, c'est quoi? Qu'est-ce qui s'est passé à Valenciennes? Non, Valenciennes, moi personnellement, ça s'est bien passé. Après, voilà, je sais que au niveau de l'équipe, c'était, voilà, si je peux me permettre, c'était pas le mieux que j'ai connu. Je pense qu'on manquait de qualité. Si je suis honnête, je pense qu'il n'y avait pas assez de qualité dans ce groupe pour espérer mieux. Après, c'était un bon groupe humainement, on rigolait bien, malgré les résultats. Voilà, c'est pas la fin du monde, ça reste du football. Mais ça a été une année difficile, la plus difficile en termes de football dans ma carrière. Mais quand tu parlais de sacrifice, même toi, est-ce qu'à ce moment-là, tu te dis, avec la carrière que tu as eue, repartir, être un leader de groupe, etc., ça aussi, ça a été compliqué pour toi? Je l'ai été. Ouais. Je pense que j'étais respecté dans le vestiaire, tout ça n'a pas été le problème. C'est juste que je pouvais pas faire plus, que ce soit offensivement ou défensivement, parce que j'ai été habitué à jouer avec des joueurs de bien meilleure qualité. Et je pense que je serais le premier à dire que quand tu joues dans une bonne équipe, tes propres qualités ressortent directement. Ressortent directement et tu es au diapason du groupe en fait. Demain, un bon joueur, tu le mets à, je vais dire un exemple, à Southampton, comme cette année, je pense qu'il va vivre une saison difficile en Première Ligue. Il va pas être aussi performant que si tu le mets à Tottenham par exemple. Pour moi ça va de soi, un joueur de qualité il doit jouer dans une équipe de qualité mais c'est pas ça encore une fois qui a fait mon choix tu avais déjà un peu mûri ta réflexion un peu avant. Ça fait des années que j'y pense. Après voilà, il y a toujours... Donc tu avais prévu qu'à 32 ans toi, parce que nous on voit ça aussi peut-être comme un gâchis. Je savais pas quand ça allait arriver, je vais pas mentir, je savais pas quel moment j'aurais été capable de le faire, mais j'y pensais. Mais Anthony, qu'est-ce qui a accéléré ta réflexion? Parce que tu dis c'est une réflexion qui date de plusieurs années. Le fait que je sois revenu à Valenciennes, comme j'ai vécu enfin une année complète avec mon fils, que je pouvais aller le voir au foot le matin, des choses comme ça, le voir jouer à l'entraînement, tout ça. Tu as eu une expérience de la vie normale en plus du foot là, pendant l'année. Je revivais en fait une vie normale parce que j'étais tellement à l'étranger pendant longtemps que tu te retrouves tout seul là-bas. Bon, à l'époque, au début, j'étais marié, mais après que j'ai divorcé, ça a été compliqué. Je me suis retrouvé entre guillemets tout seul et voilà, c'est dur, c'est des sacrifices difficiles. Même si c'était Londres, on va pas se mentir, c'est pas à l'autre bout du monde non plus, mais votre c'est famille... pas la pire des villes en plus, c'est sympa. Non, bien sûr, mais je parle... T'as besoin d'un repère familial, un petit cocon, stabilité. Et ma famille, elle travaille, donc ils pouvaient pas venir tout le temps. Mon fils est à l'école, donc c'est difficile. Et voilà. Toi, t'es très famille à la base? Ouais, c'est peut-être ça aussi qui a fait aussi que je me suis un peu retiré du foot petit à petit. Je voyais mon fils grandir aussi.
Ça, c'est peut-être aussi un choc qui m'a fait que voilà, il était peut-être temps au plus vite d'arrêter. Mais c'est intéressant, ton fils était encore en France alors que toi, tu avais quand même resté en Angleterre assez longtemps, mine de rien. Ouais, mais après c'est par rapport au divorce. Oui, j'étais en famille là-bas, j'ai divorcé, et voilà. Mon fils est retourné en France puisque mon ex-femme, elle est française. Et voilà, les choses normales de la vie, mais je me rendais compte qu'en fait, au plus j'avançais, au plus ça devenait dur mentalement. Donc, je sais pas si les gens ils le savent, mais un joueur de foot, il a besoin d'être bien dans sa tête. D'avoir un foyer stable. Voilà, exactement. Ouais. Tous les jours pour être bien sur le terrain. Et quand il y a un petit truc qui va pas dans ta tête, sur le terrain, ça se ressent. Et voilà, c'est plus difficile. Donc, je pense que j'ai payé tout ça mentalement. Comme je suis quelqu'un qui est peut-être plus... fébrile mentalement que d'autres peuvent. Il y en a qui tu peux avoir besoin de soutien quotidien. Voilà, exactement. Moi, j'avais besoin de ça et malheureusement, ça s'est arrêté par rapport aux choses de la vie pendant que j'étais en Angleterre. T'es heureux aujourd'hui ? Ouais. Là, non, ça fait combien de temps là que tu t'es dit c'est terminé, que tu recherchais plus de club J'avais pris ma décision, franchement, pas longtemps après Lyon. Ok. Ça faisait genre jubilé un peu. Donc ça fait 2-3 mois que tu es déjà dans cette. En fait, il y a eu un épisode à Valenciennes juste après Lyon qui s'est produit. Quand tu sors à la mi-temps avec 2 autres joueurs c'est même pas à la mi-temps. En fait, on joue à Lyon, donc je fais un bon match, un très bon match. Que d'ailleurs, je sais quand je suis mauvais, je sais quand je suis bon. Que d'ailleurs tout le monde m'a dit Anto, franchement chapeau parce que t'as pas non plus la meilleure équipe pour faire le match que t'as fait, mais t'as été vraiment bon et tout nana. Et le coach le premier, Ahmed Kantari, que je respecte beaucoup d'ailleurs, je m'entends super bien avec, mais il y a eu un quiproquo qui m'a déplu et que j'ai pas accepté, et je me suis dit ça y est, après tout ça, je pense que déjà ce que je ressentais en termes de mentalement sur le terrain et dans la vie de tous les jours, j'avais plus trop faim du foot. Mais en plus de ça, je pense que ça a été le déclic. Il se passe quoi donc 3 jours après, on joue à Annecy. 3 jours après le match de Coupe de France à Lyon, on joue à Annecy. Dans la semaine, Ahmed me dit Anto, franchement, t'as été exemplaire à Lyon, très bon, tout ça, nana. Donc ça me faisait plaisir. On va à Annecy, le jour du match, dans l'après-midi, il me dit Anto, c'était le ramadan, donc à ce moment-là, on n'allait pas boire un café, mais il me dit viens, on va se poser à 2 dehors sur la terrasse. Je dis pas de souci. On se pose tout ça, nana, et il me dit Anto, je veux te parler d'un truc. Je dis vas-y Ahmed, pas de souci et tout. Il me dit écoute, moi, j'en ai parlé au président, au comité et tout ça, que l'année prochaine, je te veux comme numéro 10 et tout, je veux continuer avec toi et tout, qu'est-ce que t'en penses? Je dis Ahmed, moi j'aime bien être honnête, je dis je peux pas te donner une réponse là tout de suite comme ça maintenant, mais si c'est toi l'entraîneur, je peux aborder le sujet, tu vois. Je lui dis, il peut y avoir un process de réflexion, quoi. Je lui dis écoute, c'est possible, tu vois, mais je dis après tout dépendra pareil de ce qu'ils proposent, parce que je sais que ils vont vouloir encore baisser le truc. Je dis j'ai déjà fait un effort financier énorme quand tu passes de Fulham à Valenciennes. Donc c'est même plus un effort, c'est voilà. Mais ça c'était mes raisons par rapport à mon fils, tout ça, nana. Donc je l'ai accepté, y a pas de souci. Mais je dis ça dépendra de ça aussi et de voir aussi surtout si eux ils veulent me garder, tu vois. Il me dit moi je leur en ai parlé. Écoute, je te donne une réponse très vite, mais c'est bien parti et tout ça, nana. Moi, je te veux comme numéro 10. Avant le match contre Annecy. Avant le match contre Annecy. On joue Annecy le soir, je fais un bon match. On perd 2-1, mais je fais un bon match, tout. Bon, ça se passe bien, nickel. Et voilà, c'est tout. On prépare la semaine d'après, on recevait Pau. Et on joue contre Pau. Je sens qu'il est dans son discours d'avant-match, il est pas comme d'habitude, il est tendu, il est pas bien. Enfin, je le sens pas comme d'habitude, le coach. Et il dit avant le match, les gars, je vous préviens, s'il y en a qui font pas les courses, qui respectent pas le plan de jeu et tout, nana, ils sortent direct. Moi, il y a pas de voilà. Mais moi, je me dis, il dit pas ça pour nous, enfin pour moi personnellement, je le prends pas personnellement. Je me dis, il dit pour l'équipe, mais je le sentais tendu. Donc c'est tout, on joue le match et au bout de la 28e minute, il sort 3 joueurs, dont moi. Mais il y a quel score à ce moment-là? On perd 1-0. Et le 1-0. Et le but, franchement, il n'y a rien à voir ni avec moi, ni avec les 2 autres qui sortent. Il n'y a pas de manque d'engagement, non.
Non, donc après il m'a remontré les images, mais plus tard. Mais ça, je vais en venir parce que moi, je suis quelqu'un d'honnête. Je suis pas en train de parler sur son dos, dire quelque chose de mal sur lui. J'explique lui juste la situation. Donc il me sort à la 28e. À la 28e. Mais c'est vrai que il m'avait demandé de prendre le numéro 6, comme un peu sur le match de Lyon avec Matic. Et avec Matic, je l'avais très bien fait. Et là, je sais pas, la motivation, elle est pas pareille. On va pas se mentir, tu joues contre Pau ou Lyon. Oui, c'est pas pareil. Tu te conditionnes pas de la même manière. Demi-finale, voilà, exactement. Donc, c'est vrai que je le suis pas partout comme il m'a demandé, tout ça, nana, mais avec le ballon, dans les 28 minutes, j'étais le plus dangereux offensivement, je pense. Enfin, en tout cas, je faisais mon match. Mais je mérite pas de sortir à la 28e. Et comme je lui ai dit après plus tard à Ahmed, je lui ai dit, écoute Ahmed, tu peux regarder, je pense, toutes les feuilles de match sur toute l'existence du football. J'ai jamais vu un coach à la 28e qui a sorti 3 joueurs en même temps. C'est fou. Enfin, moi, j'avais jamais vu ça. Il peut y avoir ça si tu. Il peut y avoir ça si t'es mené 3-0. T'es mené 3-0, il y a un truc. Même c'est quand même hallucinant, quoi. Saint-Etienne, il y a pas longtemps, ils ont fait 3 changements quand il y avait 6-0 pour ça. Mais c'est rare. Bien sûr, c'est rare. Et bref, je sais que toute ma carrière, j'ai peut-être eu un ego surdimensionné. Pourquoi ? Parce que ça a été ma force, c'est ce qui a fait mon mental, c'est ce qui m'a aidé à jouer au niveau. Je rentrais sur un terrain, je me disais, écoute, il n'y a personne qui est plus fort que toi sur le terrain, et c'était ma force, et voilà. Mais j'ai pas peur de le dire, mais c'est comme ça que j'ai réussi, moi, en fait, grâce à ce truc-là qui me faisait me surpasser. Et donc, je vois ça, je regarde le tableau d'affichage, et je me dis, mais attends. Et moi, premier truc qui me vient dans la tête, c'est, la semaine dernière, il me dit que je veux être son numéro 10, il veut me prolonger. Il me veut à tout prix, il est prêt à dire au comité qu'il ne reste pas lui si je ne re-signe pas moi. Et il me sort comme ça, donc je ne fais pas de scandale, je lève pas les bras, je fais rien. Je rentre juste au vestiaire directement, je prends ma douche et je rentre chez moi. Pendant le match. Pendant le match. Et il y a un autre joueur qui fait la même chose. Je ne vais pas dire les noms, tout, parce que Ahmed, je le respecte. Et ça, il l'a mal pris, il a pris ça pour Il l'a très mal pris, parce qu'en plus dans la tribune, ça chante quand Harry démission, tout ça, nana. Donc il l'a pris pour lui et il m'a dit, Anto, tu m'as manqué de respect. C'est tout, j'accepte. Je me fais punir la semaine d'après, donc je dois venir et m'entraîner tout seul toute la semaine et tout. Je dis, il n'y a pas de souci, je m'entraîne, je respecte. Dans la même semaine, l'autre qui a fait la même chose, il est suspendu aussi, donc ils sont, tous les deux. Normal, même sanction. Hein. On court à 2, exactement. Regarde ce que tu viens de dire, on court à 2 toute la semaine et tout. Sauf que moi, à partir du vendredi, il me dit, Anto, t'as week-end repos et tout. Enfin, c'est même pas Ahmed qui me le disait, mais ça, c'est pas grave, il gère comme il veut, c'est l'entraîneur adjoint. Il me dit, Anto, toi, ce week-end, t'es au repos. Tu rentres chez toi, t'es au repos, rendez-vous lundi. Je dis, pas de souci et tout. Je rentre chez moi. On reçoit vendredi, fin d'après-midi, le groupe. Et je vois l'autre, il est dans le groupe. Bon, je dis pas de souci. Voilà. Je regarde le match, sur mon téléphone, je regarde le résultat du match le lendemain, je voyais rentrer à la mi-temps. Pas de souci. On arrive le dimanche soir. Je reçois un message dimanche soir, très tard. Anto, demain, pareil, tu t'entraînes tout seul toute la semaine. Ah ouais. Là, je me dis, il y a quelque chose qui ne va pas. Ça devient personnel. Là, tu vois Donc, je reçois un message très tard du dimanche soir. Je me dis... sur le message, il est marqué Anto, pareil pour la semaine prochaine. Donc, tu reviens pas dans le groupe. T'entraînes, voilà. Même pas dans le groupe, il ne parle pas du groupe du match de la semaine d'après. Non, mais juste pour l'entraînement. Du groupe d'entraînement, t'es pas avec eux. Voilà. Donc là, je réessaye d'appeler Ahmed. Je dis là, écoute, il faut que je passe directement par le coach et je vais parler avec lui. Et surtout que vous parliez avant, vous entendiez plutôt bien quand même. Non, mais même à ce moment-là, moi, tu peux avoir des désaccords, mais voilà, exactement. Voilà. Moi, c'était pas pour manquer de respect et tout, c'était pour lui faire comprendre, écoute, pourquoi je suis différent d'un autre. L'autre, il est parti dans le groupe, il est rentré à la mi-temps. Je suis pas en train de te dire, je me plains par rapport à l'autre, c'est juste une question de principe, en fait. Donc, j'arrive à l'avoir au téléphone, je dis, Ahmed, écoute... Demain, moi, tu m'envoies un message déjà la veille au soir, ce qui est pas normal et que c'est pas correct. C'est pas correct. Et même, je sais même pas si au niveau des lois du foot, ils ont le droit en fait. Il y a des lois. Tu t'envoies pas. Mais imagine, admettons, je dors à ce moment-là et que. Oui, toi, tu reviens le lendemain matin. Donc c'est tout. Il te dit quoi ? Il me dit, donc moi, non, c'est moi qui lui dis directement. Je dis, Ahmed, écoute, moi, je veux pas d'histoire. Ce que tu as fait pour moi, c'est pas correct par rapport à ce que tu m'as dit à Annecy.
Et là, par rapport à ce qui se passe encore une semaine, alors que Flamme, j'ai dit le nom, mais c'est pas grave, tant pis. Il est dans le groupe, il était déjà dans le groupe le week-end dernier et tout. Je suis traité différemment là. Je dis, il n'y a pas de souci. Si ça devient personnel, dis-le moi. Mais je dis juste, je veux t'expliquer ce que tu m'as fait à Annecy. Et le contraste la semaine d'après ce que tu m'as dit à Annecy et le contraste la semaine d'après à Pau, c'est pas raisonnable. Je suis désolé, je te le dis, j'ai le droit de te le dire. C'est pas raisonnable. Donc je te préviens, moi, la semaine prochaine, je vais vous envoyer mes trucs sur une application et je vais courir chez moi. Parce que faire la route tous les jours pour être traité comme ça, m'entraîner l'après-midi, je dis, ou alors on passe par l'UNFP, et je vais appeler l'UNFP et on va s'arranger avec eux, puisque de toute manière, vous faites des choses que vous n'avez pas le droit dans un contrat de footballeur. Et je dis donc, tu me dis ce que tu en penses, et il me dit, pas de souci, reste chez toi et tu cours chez toi et tout. Donc c'est tout. La semaine d'après, je fais mes trucs chez moi, je les envoie au directeur, au préparateur physique, voilà, hop. La semaine d'après ça, pareil, le week-end, j'ai pas de nouvelles, j'envoie un message à Ahmed, je dis, est-ce que je peux revenir dans le groupe cette fois? Quand même, il reste 2 semaines de toute façon. Je dis, donc il me dit, ouais, pas de souci et tout, et je me suis entraîné les 2 dernières semaines. Sans jouer? Voilà, sans jouer. Mais je savais que j'allais plus être dans le groupe tout, mais donc ton dernier match, c'est celui où tu sors à la 28e minute. Voilà, exactement. Mais Anthony, de ce que tu dis, en fait, parce qu'il était dans une situation qui était compliquée, est-ce qu'il a voulu te faire toi parce que tu étais le CV le plus important du groupe? Non, je pense pas que c'est un mec comme ça. Je pense pas qu'il a voulu... marquer son autorité? Ça peut-être. Ouais. Je pense que et si c'est ça, c'est respectable parce qu'il est aussi en début de carrière d'entraîneur et que ça se comprend. C'est une réaction pas normale que j'ai faite non plus. Bah, ouais, parce que voilà. Sortir du stade, tu te mets en porte-à-faux. Exactement. Et puis moi, je le comprends dans le fait qu'il peut me punir, ça c'est normal. Mais c'est plus le rapport avec l'autre joueur qui t'a... Moi, ce que je voudrais savoir la vérité, c'est est-ce que il l'a fait par rapport à là-haut, où ils lui ont dit écoute, de toute façon on le prolongera pas et tout, nana, laisse-le comme ça. Ou alors il l'a fait par rapport à moi, ce que je pense pas. Je pense que c'était par rapport à là-haut. Et c'est normal aussi, quand tu débutes ta carrière d'entraîneur, si on te propose un nouveau contrat pour l'an prochain, tu vas pas te mettre en porte-à-faux. Mais il est toujours à Valenciennes, non? Oui, il est toujours à Valencienne. Mais je l'ai vu il y a pas longtemps et on a parlé. Et voilà, vous n'êtes pas revenu sur l'histoire? Non, pas du tout, ça sert à rien. De toute manière, c'est le passé, c'est fait, tu vois. Et puis moi, j'en ai rien à faire maintenant. Mais ça participer aussi à ta réflexion d'avant. Je me suis dit, je vais repartir un an pour faire des trucs comme ça. Franchement, c'est limite en fait un manque de respect. J'ai joué au plus haut niveau, je joue dans une équipe qui finit dernier. On manque de respect comme ça, que ça soit. Enfin, je pense pas que ça m'aide. Pour moi, je vous le dis, c'est. Je pense que c'est au-dessus. Oui. Mais moi, je le dis maintenant que j'ai fini. Comment y est géré ce club? C'est des incompétents. C'est des incompétents. C'est des incompétents. Tu parles de la nouvelle direction. Le directeur sportif de Valenciennes. C'est un incompétent, ce mec. C'est un incompétent. Mais c'est quoi dans le choix des joueurs ou dans le management? Dans tout. Quand il parlait de football, il connaît rien. Le mec il a joué en D4 toute sa carrière en Angleterre. Il n'a jamais rien gagné de sa vie et il me parlait comme si. Il avait joué en Première Ligue. Il y a un moment donné, redescends sur terre, c'est ta première expérience. Respecte tout le monde à sa juste valeur. Mais c'est un incompétent, Après, en termes d'incompétence, c'est pas parce qu'il a joué au très haut niveau. C'est surtout ça, c'est vrai. On connaît aussi des incompétents qui ont fait des belles carrières. Moi, je parle juste parce que je l'ai eu pendant un an et j'ai vu comment il gérait et les actions qu'il fait aussi au sein du club, par rapport à certains joueurs. Moi, j'ai des histoires que je raconterai pas parce que c'est très grave. Mais tu sais pourquoi tu dis ça? Mais je sais pourquoi je dis ça. Pourquoi je dis ça. Le mec, c'est un incompétent. C'est un incompétent. Bon, on va rester dans le Nord, mais on va faire un petit bond de... Hop, avec le micro, c'est mieux. Un petit bond d'une quinzaine d'années en arrière, puisque tu le disais, tu es un enfant du Nord. Tu n'es pas formé à Lens. Non. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu pourquoi? Parce que j'imagine que quand tu es dans le Nord, les 2 clubs phares, c'est Lens et Lille à ce moment-là, même si Valenciennes était déjà à un bon niveau. Lens, tu as refusé le centre de formation, c'est ça? Alors, j'ai fait de Lens, j'ai joué de 8 ans à 13 ans. D'ailleurs, c'est fou, puisqu'il n'y a pas longtemps, j'ai revu mon premier coach à Lens dans le Nord et ça m'a fait super plaisir parce que c'était un mec extraordinaire. Et on en parlait. Il s'appelle comment?
Alors son prénom, je sais pas, mais c'est Monsieur Guigné, Monsieur Guiné, Monsieur Guiné. Et je l'ai revu, je l'avais même pas reconnu puisque avec le temps et tout, oui, bien sûr. Il a vieilli. Et puis à l'époque, il y avait une moustache et il l'a coupé. Non, mais c'est vrai. Et d'ailleurs, j'ai vu que Gaël est passé par cette émission. Il aurait pu vous en parler. C'était un mec qu'on a eu, Gaël et moi, parce que j'étais dans l'équipe à Gaël. Kakuta, et c'était un mec en or, franchement. Et il m'a fait plaisir il n'y a pas longtemps parce que moi, j'ai toujours dit, de ce que j'ai vu de mes yeux jeune, le plus fort de ma carrière que j'ai vu en jeune, c'était Gaël Kakuta. C'était un phénomène. C'est fou le nombre de gens qui nous disent ça. Qui nous disent, non. C'est jeune, en fait, Gaël Kakuta. C'est quand même la deuxième personne de suite. Mais j'avais jamais vu. Toi qui as terminé pro, lui, il était bien au-dessus de toi à l'époque. Ah, mais c'était pour moi incomparable. Pourquoi ? Parce que Gaël, physiquement, il était déjà au niveau. Et moi, j'étais un nain, j'étais tout petit. Ouais. Et je me faisais bouger, en fait. Mais techniquement, j'étais au-dessus de la moyenne. Mais physiquement, je pêchais trop, donc voilà. Lui, il avait tout. Exactement. Lui, c'était. J'ai jamais vu ça de ma vie. En jeune, j'ai jamais vu un joueur comme ça. Jamais. Il était vraiment au-dessus du lot. Et donc, de ce fait-là, avec cet entraîneur, Monsieur Guiné, qu'on a eu le premier, ça se passait très bien parce que il reconnaissait mes qualités techniques et tout, donc j'avais du temps de jeu avec lui. En fait, pendant 3-4 ans à Lens, j'avais du temps de jeu et ça se passait bien. Mais tu joues à la Gaillette à ce moment-là, Lens? Ouais, Gaillette, c'est Lens, avec Gaël. Mais c'est juste que c'est pas encore le centre de formation. C'est mon père qui allait chercher Gaël tout le temps avant d'aller. Et c'était franchement des belles années. Et on arrive en moins de 13 en fait. Donc en moins de 13, ça se passe bien encore parce que c'était pas encore le niveau national, c'est moins de 13 DH, tout ça. Mais cette année-là, je l'ai fini. Et là, c'est les tests pour... Enfin, pas les tests, mais par rapport à ton année de moins de 13, il te dit si tu passes en 14 nationaux... Fédéraux à l'époque. Voilà, exactement. Fédéraux, tout ça. Et c'est à ce moment-là que moi, ils m'ont dit, écoute, Tanto, t'es trop petit. Ils ont dit mot pour mot à mon père, votre fils il est trop petit, il passera jamais au niveau. Il fera jamais de carrière. Voilà. Donc moi, petit, je sors de là, je pleure, je voulais arrêter le foot en fait. Ah ouais. J'étais écœuré du football. C'est une blessure. Écœuré, à 13 ans... Mais t'étais vraiment plus petit que les autres à ce moment-là. Vraiment, c'était hallucinant. Vraiment. C'était... Mais sinon, j'ai fait une radio du poignet, ils m'ont fait faire une radio du poignet, tout ça, parce qu'ils pensaient que j'allais être un problème que Messi à l'époque. Ils m'ont vraiment fait faire une radio du poignet et tout, j'étais vraiment... C'était hallucinant. Et tu t'as fini à combien 1m combien? Là, 1m72. Ouais, donc, j'ai grandi d'un coup en fait. Okay. Je suis pas grand, mais par rapport à ce qu'ils pensaient que t'allais être. J'étais vraiment petit. C'était les gens, ils y croyaient pas quand même. Et en termes de niveau, par contre, par rapport aux autres, techniquement, j'étais au-dessus de certains joueurs avec qui je jouais, qui passaient tranquille. Moi, je sors de là, je dis à je pleure, je dis à mon père, c'est fini. Je dis c'est fini, j'arrête. Pourquoi ça représentait quoi le Lens pour toi à ce moment-là? C'est pas le fait de Lens, je pense que j'ai été blessé, que... déjà, je vais pas mentir, les enfants entre eux au centre de formation, ils sont méchants. Déjà, il y a déjà un ego. On avait Timothée Kolodjekja qui nous racontait la même chose. J'étais dans l'équipe. Il nous racontait exactement la même chose il y a 2-3 semaines. Je sais pas ce qui se passait à Lens à la fin des années 2000, début des années 2010. J'étais avec Thibaut, Gaël, tous ces joueurs-là. Et tout le temps, on me charriait sur ça. Non, mais la phrase du recruteur du formateur qui dit à tes parents, en fait, le foot, c'est pas fait pour lui, il fera pas carrière, etc. C'est hyper violent, c'est violent, parce que je sais qu'à ce moment-là, moi, toute l'année, j'en prends plein la gueule, dans le sens où les gens, ils te disent, t'es petit, tu te fais bouger, tu sais comment c'est les enfants. Bien sûr. T'es petit, tu te fais bouger, t'as pas le niveau. Mais... toi, t'es pas fou quand même. Tu commences à avoir l'âge de comprendre que t'es au-dessus de certains. Tu le sais que t'es au-dessus de certains. Tu peux compenser. Mais ton physique, tu peux rien faire. Tu peux compenser peut-être avec ta technique, avec tes déplacements, la vivacité. Mais je me faisais bouger quand même. Dès qu'il y a des contacts. Ça, je suis honnête, tu vois. Mais techniquement, moi, je serais éducateur à l'heure actuelle. Jamais de ma vie, je vais faire payer un enfant parce que par rapport à son physique, à cet âge-là. Je suis pas fou. Je sais que c'est pas à cet âge-là que tu vas savoir si un enfant il va être pro ou pas. Parce que techniquement, s'il est au-dessus, je préfère ça qu'un mec qui va faire 2 mètres et qui va tout jouer là-dessus. C'est pas ça qui m'intéresse, moi, c'est le football. Mais ces éducateurs-là,
malheureusement, tu sais, des fois dans les clubs pro, même dans les clubs pro, c'est des éducateurs qui ont jamais réussi à faire la différence entre le football et le physique et les résultats que tu peux avoir en jeune physiques, les aspects tactiques, les aspects techniques. Ils sont dans un enjeu, eux, d'avoir des résultats très vite. Eux, ils pensent que leurs résultats, ça va faire leur carrière à eux. Alors que c'est pas ça. Les enfants, ils sont là pour jouer, ils sont là pour tu es là pour les former. Et les former, c'est quoi? Tactiquement, savoir comment faire circuler le ballon, savoir comment te déplacer, savoir être placé au bon moment. C'est ça de la formation. C'est pas si on gagne pas 4-0 aujourd'hui, on n'est pas assez fort. C'est pas ça. Et qu'est-ce qui se passe entre ce moment-là et Guingamp? Parce que c'est à Guingamp finalement que tu vas. C'est à Guingamp que tu exploses. Qu'est-ce qui se passe? Comment tu fais après? C'est quoi? Il y a un monde. C'est pas ça en fait. Mais ça, je dis, la route, comment la route? C'est fini, donc on en est là. Mon père, il me dit une phrase que j'oublierai jamais, et encore maintenant, il m'a dit, écoute, avec les qualités que tu as, je te dis que tu vas réussir et je te ferai pas arrêter. Et lui, croyait en toi de foot. À ce moment-là, on sort du centre de formation de Lens, je suis sur la route en train de pleurer. Et c'est ton mon premier père, il me dit, supporter. je te dis que tu vas réussir, mon fils, et il dit, je te donne ma parole. Ah, c'est beau. Et moi, je suis innocent, je me dis, non, je vais arrêter et tout, je pleure toute la route. 45 minutes où j'habite à Lens, il y a 45 minutes, je pleurais toute la route. Et mon père, il me dit, tu verras, je vais te faire rebondir, tu vas réussir. T'as rien à voir avec eux. Il me le dit. Il me dit, c'est des pourritures, c'est des mecs qui veulent t'écorer du foot, ils connaissent pas la formation des joueurs. Il me dit, t'inquiète pas, je connais le football. Mon père, il me dit ça, je connais le football, tu vas réussir. Et donc, je sors de là. Et après, bien sûr, c'est la fin d'année et tout, en termes de foot, c'est la fin de saison et tout. Donc, je pars en vacances avec mes parents et tout. Et mon père, il me dit, est-ce que Moucron, ça t'intéresse? C'est à côté de la maison. Ils étaient encore en D1 à l'époque, en termes de, en termes, c'est un club pro. Il me dit, est-ce que ça t'intéresse? Et moi, t'es petit, t'es jeune, tu te dis, écoute, autant continuer. Après, tu vois, t'as eu le temps de réfléchir, t'as eu le temps de te calmer. Je dis, vas-y, on va à Moucron. Donc je vais à Moucron et je signe en U15 parce qu'à l'époque c'était direct U15 en Belgique. Et je passe une année franchement extraordinaire. Je fais une année extraordinaire. Et t'avais la dalle, t'avais la revanche. Ouais, non, et puis je fais une super saison, tout ça se passe bien, tout ça, Et la saison d'après, je suis en U16. Sauf que en fin de saison de U15, le club il prévient mon père, ils disent écoutez, on veut faire passer Anto pour la préparation, juste pour la préparation. Avec les pros. Non, avec la réserve. Mais j'avais que j'allais avoir 14 ou 15 ans. Non, j'ai 14 ou 15 ans parce que il y a une 14-15 ans en réserve. En réserve à Moucron avec la réserve pro. Donc mon père il dit pas de souci et tout, mais moi j'ai prévu les vacances à Anto. C'est normal parce que je suis un enfant en fait. Je suis un enfant, donc mon père il avait prévu ses vacances et tout. Il dit je dois prendre mon fils avec moi. On part en vacances et je reviens en retard. Et là, c'est des choses banales qui arrivent, mais que ça aurait pu me coûter ma carrière. Je reviens à la préparation, mais 2 semaines en retard. Donc, ils me font courir le premier jour autour d'un... Pourquoi tu reviens 2 semaines en retard? Mais parce qu'il était en vacances. Parce que j'étais en vacances. Ah oui, d'accord. Vous avez prévenu. Ils les avaient dit, c'est pas grave, il revient quand même avec la réserve. Mais du coup, on lui fera un programme pendant que... Il est à la plage, il est en vacances, tranquille. Mais puisque mon père, ici... Non, ça j'ai compris. Jamais il se serait douté que j'aurais repris avec la réserve. Bien sûr. Donc c'est tout, je vais à la prépa, je reviens premier jour. Et il y avait déjà un match amical ce jour-là, d'accord? Donc avant le match, en fait, il me dit, l'entraîneur, il me dit, écoute, je vais te faire courir 6 km autour, parce qu'ils avaient un grand parc, je vais te faire courir 6 km, dès que tu as fini, tu mets tes affaires de match et tu viens sur le banc et tu rentreras un petit bout de match aussi. Je dis, pas de souci, de toute façon, moi j'écoute, j'ai 14 ans, je suis en réserve, donc je dis pas de souci, tout ça, Et je sais plus qui c'était, mais une bonne équipe. Et ça faisait 1-1, je crois, dans le match, où je sais plus, où on perdait 1-0. Et je rentre premier ballon, en fait, je me retourne, je mets une lucarne. Non, mais vraiment, je mets une lucarne de fou. Et là, c'est un truc de fou. Il y a un de mes frères qui regardait le match, il rentre sur le terrain, il dit à l'entraîneur, mais tu te prends pour qui à le mettre sur le banc? Parce qu'en fait, il n'a pas suivi l'histoire. Il n'a pas suivi l'histoire. Il a pété les plombs. Il a pété les plombs. Lui, il arrive en retard au match. Il savait que j'allais être dans le groupe ou quoi, mais il n'a pas suivi que je suis arrivé en retard. Et t'as 15 ans et il dit, pourquoi t'es sur le banc? Et il a pété les plombs.
Mais il a couru après l'entraîneur, tout ça. Il a couru après l'entraîneur. Dans un groupe dans une réserve de pro. J'ai 14 ans, 15 ans. Il a pété le... Il a couru après l'entraîneur, il a dit si je t'attrape, t'es mort. C'est un fou. Donc l'entraîneur, hop, ça se calme. Tout le monde il le sépare, ça se sépare, tout ça. Là, il calme. C'est qui se fout? Et le lendemain, je reçois une lettre virée. À cause de ton frère. À cause de mon frère. Parce que vous êtes rien dit. À cause de mon frère. Mais ton frère, il est pas venu en vacances avec vous? Non, il était grand, il était déjà plus vieux que moi. Ah d'accord, ok. Il est déjà plus, il est beaucoup plus vieux que moi. Donc là, à ce moment-là, je suis traumatisé. Moi, je me dis, en fait, c'est plus pour moi le football. J'arrive, je mets du cadre, je me fais virer parce que mon frère il rentre sur le terrain. Donc là, c'est mon père miskin qui pleure. Il y a encore mon frère. Donc ils se prennent la tête, tout ça, nana. Et mon père, il dit quoi? Il dit, bah écoute, parce que j'avais un cousin qui jouait à l'Équin, dans un bon club formateur, l'Équin. Ouais, voilà, ça. Non, l'Équin, c'est pas. Dans le Nord. Ouais, à côté de Lille. Ouais, ils ont été en CFA, tout ça. Et à ce moment-là, ils sont en CFA, l'Équin. Ouais. Donc, je signe à l'Équin. Ils me prennent quand même. Chez les jeunes, hein? Ouais, chez les jeunes. Moins de 18 DH. Ok. À l'époque, ils sont en DH. Donc, je fais un an là et je monte. On monte direct en nationaux. Et là, je reste à l'Équin. Je fais un an, en fait, en 18 nationaux. Ok. Mais ce qui se passait, c'est que la réserve de l'Équin, cette année-là, ils n'avaient pas une trop bonne équipe. Donc, je fais toute l'année une mi-temps en CFA le samedi. Pour les aider et tout le match le lendemain en 18. Ouais, parce que, en fait, si tu fais un certain nombre de temps vraiment, il y avait des week-ends où c'est trop important pour les 18 jouer là, j'allais pas, ou vice versa. Mais les matchs aussi en fonction des kilomètres aussi, parce que des fois la CFA elle jouait ici en banlieue parisienne, donc avec la route et tout. Mais ça m'est arrivé par exemple de venir avec l'Équin contre la réserve de Reims. La réserve pro, je marquais 1-0 avec l'Équin, le lendemain je marquais en 18 et on gagnait comme ça. Et tu sortais à la mi-temps je sortais à la mi-temps, soit je jouais la première, soit la deuxième. Parce qu'en fait, t'as pas le droit de jouer, si tu joues plus de 45 minutes, je crois que t'as pas le droit de jouer dans. D'accord, il y a une règle. Il y a une règle, maintenant je sais pas comment ça. Mais avant il y avait une règle. Avant il y avait une règle, donc je devais soit jouer la première en CFA, soit la deuxième. Et souvent, voilà. C'est dingue ça aussi. Bref, j'ai réussi, pas que moi, ça c'était vraiment un truc de fou de dire ça, mais j'ai été en grosse partie, un élément moteur de la réserve. Ils se sont sauvés. La CFA de l'Équin et les 18 de l'Équin. Et pourtant en 18 on avait une grosse poule, Le Havre, Lille, Lens, enfin. Ouais, des gros centres quoi. Et donc de là, comme je fais une grosse saison, il y a Guingamp qui vient me chercher. Xavier Gravelaine, c'est le recruteur, il vient me chercher tout ça, nana. Et là, t'arrives à Guingamp comme ça. Donc c'est ça la route. C'est ça la route. Ouais, elle était pas mal la route en fait. On est parti direct de Lens à Guingamp, mais en fait, la route était quand même plutôt sympathique à suivre. Pour moi, ce qui est hallucinant, c'est que Anthony il passe de Lens, on veut pas de toi, à être précoce dans le monde pro, parce qu'il est question de ça. Mais parce que les autres clubs, ils se sont rendus compte que j'étais au-dessus en fait. T'as pas retrouvé le formateur de Lens un jour comme ton. Je sais c'est qui. Faut pas que mon frère ait tombé dessus. Et ton frère, il s'est calmé depuis ce moment? Ouais, Vous avez discuté avec lui, il a bien vieilli. Vous l'avez laissé loin de Guingamp? Après, c'est des gros stades, je suis tranquille. Tu ne peux plus rentrer. Celui qui l'a vu rentrer, il a menacé Marco Silva à Fulham, je sais pas pourquoi. Bon, alors Guingamp. Guingamp, et puis après, on va parler après de. Parce que sinon, on est parti. En fait, on est parti pour 7 heures d'interview là. Non, mais je vais abréger. Mais c'est très bien. Donc après, Xavier Gravelaine, il vient jusqu'à l'Équin. En fait, il a juste une visite d'appartement dans 1 heure, mais on l'a fait. Je pense que je la ferai pas. Bon, l'immobilier, je suis de toute façon. Non, mais donc Xavier Gravelaine, il vient jusqu'à l'Équin en fait. Avec, franchement, c'est un mec que je respecterai toute ma vie parce que c'est grâce à lui, je pense que j'ai réussi. Il vient jusqu'à l'Équin et il demande à rencontrer mes parents et tout ça, nana. Donc on le rencontre dans l'hôtel Mercure à l'Équin et tout ça. Et il dit voilà, moi je suis fan de votre fils et tout, il faut à tout prix qu'il vienne. On lui propose un contrat stagiaire pro de 2 ans. Et si ça évolue comme je pense, il dit je pense qu'il y aura une grande chance de se lancer à Guingamp. Donc voilà, mon père, lui, il voit son rêve arriver, tout ça, nana. Donc je vais à Guingamp. Il écarte ton frère de tout ça. Il explique toutes les modalités du truc. Il était plus dans les... Et là, c'est pour être en réserve à Guingamp ou pour en réserve à Guingamp. D'accord, c'est stagiaire pro, mais j'ai que 16 ans à ce moment-là. Donc j'arrive en stagiaire pro, je fais une année de CFA2 en fait, et je fais une grosse saison, une très grosse saison. Je m'adapte très bien, je suis au centre de formation, mais je m'adapte très 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 bien. Et le club de Guingamp, la Ligue 2, ça va mal. Donc au final, à la fin de saison, ils descendent. National.
Et ils savent bien avant, à 3-4 matchs de la fin, que quand ils sont sur la sellette de descendre, ils commencent à contacter Gourvenec. Ok. Donc le dernier match, en fait, personne ne le savait, à part le club et les Mais Gourvenec est déjà dealé pour venir l'année d'après, et il commence déjà à mettre ça en France. Exactement. Donc Gourvenec, il vient avoir des matchs de réserve aussi, etc. Et il choisit qui? Gianni Mboula, qui est passé chez vous aussi ici. En fait, on va refaire une équipe. C'est incroyable. On va faire un fight avec tous les mecs. Tous les joueurs avec qui j'ai eu une histoire. D'accord. C'est ouf. Et donc, il y a moi et Gianelli cette année-là en réserve. CFA2 à Guingamp. C'est pas mal. Et lui et moi, on est franchement au-dessus de l'équipe. Ah, vous en avez dégoûté des équipes. Et Gourvenec, il décide en fait de faire signer pro Gianelli et moi. D'accord. Il dit si moi si je reprends l'équipe, mais il prévient le coach de la réserve, et le coach de la réserve, il nous en fait pas. Il dit c'est comme ça que je savais qu'il y avait moyen que je signe pro à la fin de saison. Et donc c'est tout. La Ligue 2 elle descend, c'est officiel, Gourvenec arrive, blablabla. Et là le coach de la réserve il dit Anto, félicitations, toi et Gianelli, vous allez signer pro et tout ça. Donc je signe pro, et là j'ai 17 ans. Je reprends la préparation avec les pros à 17 ans. J'allais avoir 18 en novembre en fait. Et donc là en national, comme une première saison normale, je joue pas trop, ce qui est normal. En plus, le club il essaye de remonter. Donc on remonte de national à Ligue 2. Donc dans la montée nationale Ligue 2, toi, t'es remplaçant. Ouais, j'ai un statut de remplaçant. C'est logique. Je m'en voulais pas, c'est normal. Mais déjà, ils avaient une grosse équipe. Ils avaient vraiment gardé. Il y avait qui un peu les petits noms des... Thibaut Giresse à l'époque, déjà des Aoui, des joueurs comme ça. Kerbrat, il est déjà là, je crois. Kerbrat, non, il arrive en Ligue 2, lui, je pense. Ou t'as peut-être raison. En fait, moi je me rappelle parce que s'il y a des puristes de football manager dans FM10, FM 2010, prendre Guingamp en national et essayer de remonter, de faire des trucs, c'est des parties qui sont géniales. C'est des parties qui sont top. Non, mais une équipe de routards quoi. Une équipe, si on faisait pas, si ça montait pas, c'était grave. Donc on remonte, on arrive en Ligue 2 et là pareil. De août à novembre, je joue pas un match titulaire. Pas un match. Mais là, je commence à me poser des questions parce que je me dis, franchement, il fallait me voir à l'époque. Vous pouvez me poser la question de Gianelli. J'étais un mort de faim à l'entraînement, je crevais la dalle, j'allais en muscu, j'étais professionnel de fou. Donc, je me dis, c'est dur quand même. Je veux dire, là. C'était qui ton concurrent? Il y en avait plusieurs. Il y avait. Un mec qui s'appelait Fatih. À l'époque, un turc. Vous voyez qui? Un ailier droit. Fatih Atik, je crois. Très bon. Fatih Atik. Ça fait tellement d'années, je lui manque pas de respect. Ça fait tellement d'années. Et donc à l'époque, t'es beaucoup plus à droite que 10, on est d'accord. T'es beaucoup plus ailier droit que numéro 10. C'est pour ça, en fait, Gourvenec, il me faisait rentrer à droite tout le temps, tout ça. Il y avait Mathis, je crois, dans les pays. Et pourquoi, en fait, je jouais pas trop? Parce qu'à ce moment-là, il jouait en 4-4-2 à plat, il me semble. Et donc il y avait, Fatih Atik et Jugurta Amroun, qui était aussi un jeune espoir de Guingamp, mais plus vieux que moi, mais qui comptait beaucoup sur lui et tout ça. Donc c'était dur, ce qui est normal et tout, nana. Et on arrive au mois de novembre et on joue à Lens. Et là, coup de génie. La veille, Gourvenec, il m'appelle dans son bureau, il me dit Anto, demain tu commences ton premier match. Il me dit je sais l'histoire que tu as eue avec eux et tout, s'il te plaît, régale-moi. Il a joué sur ça. Et moi, à Bollard ou à Bollard. Et moi, j'avais déjà tout prévu, toute ma famille était là, quoi qu'il arrive, j'avais déjà prévu toutes les places et tout. Et je fais un match extraordinaire. Et je suis plus jamais sorti du groupe, de l'équipe, du 11, de ce match-là jusqu'à la fin de saison. Et j'ai mis 11 buts et 9 passes décisives. De novembre à... Et là, j'ai fait... Là, tu voles. Moi et Gianelli, au milieu, on se régalait, mais comme si on jouait contre des peintres. Mais vraiment, c'était... Gianelli, pour moi, il était au-dessus. Et là, il me restait un an de contrat, du coup. J'avais signé 3 ans, à la fin de cette saison. T'es en espoir à ce moment-là, non? Non, pas encore. Pas encore, c'est pas encore, c'est après, c'est après. Bien après. Et là... Il y a mon agent qui m'appelle durant l'été, il me dit Anto, Montpellier te veulent. Je dis pardon. Moi j'y crois pas, je dis c'est pas possible.
Et c'est Montpellier qui venait de finir champion et qui allait jouer la Ligue des Champions. Ah ouais, d'accord. Ah oui, c'est Montpellier là. Ah ouais, exactement. 2012-2013. Là, je dis, bah écoute, tu me dis ça, moi, je dis, vas-y, on y va. Pour jouer la Ligue des on y va, ça y est. Champions. Moi, je suis en train de rêver. Donc, J'appelle mon père tout de suite. À ce moment-là, il y a Imboula qui va à Marseille. Ouais, non, il reste plusieurs années. Il reste plusieurs années encore. Moi, je pensais que c'était à ce moment-là. Mais de toute façon, lui, c'était sûr qu'il allait finir dans un gros club après ça. Mais Giannelli reste. Et moi, je dis à mon agent, écoute, c'est fini. Je m'en vais direct à Gand, c'est Soleil. J'appelle mon père, je dis papa, je vais signer à Montpellier. Il devient fou, il me dit Champions League. Enfin, on s'imagine le truc. Et là, ça se fait pas au final parce que Guingamp il demande trop d'indemnité de transfert. Ils n'arrivent pas à se mettre d'accord et Montpellier lâche l'affaire et ils prennent Anthony Mounier. C'est cette année-là qu'il signe Anthony Mounier à ma place. Enfin, à ma place, il me voulait au poste où t'es. Exactement. Ils prennent Anthony Mounier. Donc là, je suis traumatisé. Je dis, c'est pas possible. Je me voyais déjà en Champions League. Enfin, t'as 19 ans, 18 ans. Tu découvres le monde pro, en fait. Voilà, tu te dis, peut-être j'ai raté le train. Là, et mon agent m'appelle. Et je m'en rappellerai toute ma vie parce que j'ai un de mes très bons amis, Camis, qui était avec moi en voiture et il me dit, mon agent, il me dit, il y a Leicester qui te veut. Et moi, je rigole. Et je dis, qu'est-ce que tu me racontes avec Leicester? Je dis, je sais même pas c'est quoi, c'est quel club, c'est où. Franchement, je connaissais pas moi. C'est du rugby. Je connaissais pas. Pourtant, on rappelle Leicester à cette époque-là, ils sont en Championship. Enfin, c'est pas un club de Première Ligue qu'on a l'habitude de voir tout le temps. Mon rêve, c'était de jouer en Angleterre, quoi qu'il arrive. Donc mon agent, mais c'est sur le coup ça, peut-être j'avais encore la frustration de Montpellier, de tout. Et sur le coup, donc je lui dis ça, et il me dit, Anto, c'est l'un de tes rêves que tu veux réaliser, c'est en Angleterre. C'est un club qui joue la montée, ils ont des gros moyens, fais-moi confiance. Et je dis, mais de toute façon, à l'époque, à mon agent, je lui dis, mais au téléphone, je lui dis, écoute, comment Montpellier t'as refusé, enfin ils se sont pas mis d'accord avec Montpellier, comment ils vont se mettre avec Leicester quoi. Enfin moi je sais pas encore trop les différences de budget. Dans ta tête tu te dis pas que Leicester ils ont beaucoup d'argent par rapport à Montpellier qui joue à la LDC quoi. Donc bref, comment ça s'est passé au final? Pour abréger, mon agent il a prévenu Guingamp que je prolongerai pas à la fin de ma dernière saison. Donc quoi qu'il arrive, je partirai libre s'il me vendait pas. Donc Leicester, je finis par accepter l'offre de Leicester. On se met d'accord sur le salaire, tout ça, nana. Et au final, je pars pour 1,9 million ou 1,8 million, 1,8 million, 1,9 million à Leicester. Et Montpellier, au final, ils devaient mettre 4 millions au départ s'ils gagnent. D'accord. Donc ils ont finalement eu moins. Voilà. Mais parce qu'ils ont eu la peur que je partais libre, comme je les avais menacés de ça. Donc je pars à Leicester. Et là, ma carrière, elle est lancée. Quoi, voilà. Pourquoi l'Angleterre? Pourquoi c'était un de tes rêves, l'Angleterre, d'aller là-bas? Je sais pas, depuis tout petit, quand je regardais avec mon père à la télé, que je voyais les stades, les matchs, l'intensité, j'ai toujours rêvé de jouer en Angleterre, c'était mon rêve. Tu regardais qui plus jeune en Première Ligue? Plein d'équipes, les grosses équipes. Quand j'étais plus petit, j'étais fan de Chelsea, je sais pas, l'époque de Drogba, tout ça. C'était pour moi quelque chose d'extraordinaire. Peut-être aussi le fait que Gaël Kakuta, quand il a signé à Chelsea jeune, peut-être tout ça, ça m'a apporté un rêve en fait en moi qui m'a dit un jour il faut que j'évolue en Angleterre. Donc l'Angleterre, donc Leicester. Leicester, c'est un club qui par la suite va faire des grandes choses. Juste avant, il y a un épisode sur lequel je suis obligé de revenir. Je suis désolé. Je suis désolé. Le fameux penalty. voilà. Tout le monde lui en parle. Alors, pour ceux qui savent peut-être pas de quoi je parle, vous pouvez taper si vous voulez Leicester-Watford. Voilà, c'est une vidéo qui ressort de temps en temps sur Twitter, une fois tous les 2-3 ans, je sais pas, et qui est souvent nommée comme étant la fin de match la plus folle de l'histoire des championnats anglais, etc. Cette fin de match, tu provoques un penalty que tu tires toi-même, que tu rates en 2 temps, et le ballon ne sort pas, et sur le contre, il y a Troy Deeney qui marque pour Watford de l'autre côté. Et voilà, avec le commentaire qui est complètement dingue, et c'est le but de la montée. Non, c'est le but qui qualifie en finale des playoffs. Oui, en finale des playoffs, t'as raison. Mais ça reste quand même c'est quand même une folie. Cet épisode-là, où tu passes de héros, provocation du penalty, etc., à le rater comme ça. Mais tu sais, en disant tout ça, il y a un épisode que les gens ils savent pas sûrement parce qu'il fallait suivre la même semaine. Mais en fait, de ce match-là, le match retour où je rate le penalty à 10 jours avant,
Parce qu'il y a toujours un petit espace Un entre espace le dernier entre les match deux. de championnat et les playoffs. Mhm. Donc ça, on va dire, le match retour des playoffs, c'est 10 jours après le dernier match de championnat, championnat normal. Donc t'as le temps de te refaire, de repenser. Ouais, non, mais c'est pas ça que je veux dire. Mais le dernier match de championnat de cette saison-là, on joue à Forest. Ok, Nottingham Forest Leicester, c'est un gros derby. C'est un gros derby. Les supporters ils se détestent. On va à Forest. Nous, on est 7e avec Leicester. Forest est 6e. On est obligé de gagner pour être dans les playoffs minimum. On va à Forest et on gagne 4-3. Je mets doublé, mais le deuxième but, je le marque à la 94e. Et c'est ça qui nous envoie aux playoffs. On joue Watford le match aller. On gagne à 0, je mets une passe S. Et il se passe ça au match retour. Ouais. Donc, des fois, c'est là que tu vois que dans le foot, tu peux être là Ouais, ça peut aller très vite. un jour et Tout va 10 très jours vite. après, Donc en fait, c'est en gros, c'est grâce à toi que Leicester est à ce moment-là. Bah, grâce à moi. Enfin, tu fais genre. non, enfin, tu parce que t'as ton tu y importance, toute une tu- saison, oui, tu y ton mais importance. l'importance de ce but-là, tu il y nous envoie au playoff en fait, Ouais. tu vois. tu y contribues, ouais. Après, ça aurait pu être un autre et Bien sûr, j'aurais bien dit sûr. ce mec-là Tout ça- extraordinaire qui marque à ce moment-là. Tout Non, ça, mais- ça explique en fait le fait que. Moi, je c'est sais pas juste si pour t'étais expliquer le je sais pas contraste, si tu t'étais vois. le tireur attitré des pénaltys Non, sur cette j'en ai saison-là. pas tiré un de la saison. Et donc là, Pas c'est tiré un. parce que tu le provoques et parce qu'il y a toute la. En fait, tout ce moi, qui dans s'est ma passé. tête, je me dis, allez, alors là, autant aller jusqu'au bout. Je dis là, si je marque là, c'est un truc de fou. Ouais, t'es un invincible. truc de toi. Mais tu dois le tirer à la base. Non, Donc tu le piques à quelqu'un. je le pique pas. Je vois personne qui me dit non, c'est à moi. Regardez bien la Personne vidéo. prend ses responsabilités. Il y a en fait. personne qui vient qui me dit Anto, donne-moi le ballon. C'est intéressant. Et normalement, c'est David Nugent, l'attaquant, qui tirait. Lui ou je sais pas, mais c'était jamais moi. Ouais, c'était pas Ok. toi. Mais donc il là- fait quoi, Nugent? Regardez la vidéo, il se désintéresse total du ballon. Quand j'y vais, il vient pas me voir en me disant Anto, t'es sûr? Rien. Et toi là, t'es en pétard à ce moment-là, tu vas. je pose le ballon, je dis, putain, il me laisse tirer, je suis bien. Ça y est. Non, mais après, si tu me dis que t'as marqué le Mais ce but, qui est marrant, qui sauve les playoffs, que tu viens de provoquer. Voilà, peut-être pas ils se dès sont avant, dit, c'est son tu viens moment. de C'est son provoquer le moment, c'est penalty. écrit, Ouais. tu vois. Ouais. Mais ce qui est marrant, regardez bien la vidéo. 2 fois, je fais exprès de regarder à droite, je regarde à droite pour emmener Almunia de ce côté-là. Et moi, je me dis ouvre. Et j'ai eu la pire chose que mon père il m'a toujours dit dans le foot. Il m'a dit ne change jamais un pénalty à la dernière seconde. David, tu vas le tirer. Ton premier avis, garde-le et change-le plus jamais. Et dernière seconde, je sais pas pourquoi, je me dis, tu sais quoi, tire au milieu, il va plonger, c'est sûr, parce que j'ai regardé à droite 2 fois exprès. Il plonge de ce côté-là, je tire au milieu, Et il c'est arrête avec le son pied, et après, elle revient. Là, il fait un arrêt pour moi extraordinaire, parce que franchement, à une main comme ça, contre-attaque but, c'est pas possible ce qui m'arrive. Ouais. Il se passe quoi dans ta tête quand. Bah là, j'étais Tu jeune. réalises- en plus. J'étais jeune. Est-ce que tu réalises le truc? Je me en dis. fait, ou t'es grouillis en là, fait. franchement, sur le moment même, je me dis, ah, j'ai niqué tout le monde là. Là, je les ai tués. Je les ai crevés. Je les ai crevés. Ah, je les ai crevés. Ah ouais. Parce que Mais- là, s'il y a égalité, c'est mais quoi dans à ce le moment-là malheur- pour parler aux gens parce qu'ils n'ont pas vu le match? Ouais. À ce moment-là, il y a combien avant que tu tires le penalty? Il y a 2-1 pour eux, mais si j'égalise, Ouais. on avait gagné 1-0 à domicile, on est qualifié. Exactement. Mais on d'accord. est qualifié en finale. Ok. On n'était Oui, pas t'es encore pas encore monté, t'es pas on encore jouait monté. pas là en sans première finale. ligue, ouais. Ouais. Mais on allait en finale. Mais c'est pas la question, c'est l'euphorie qu'il y a eu derrière. Je vois tout le terrain qui rentre tout le stade oui. pardon qui rentre sur le Ah terrain. ouais, t'es sonné. Des supporters ils viennent, ils me font devant moi. Je dis mais c'est quoi cette histoire en fait? Je vois mon père miskin, il pleure dans les tribunes. Mais je le vois effondré, il est comme ça, il pleure, ses lunettes. Je dis c'est pas possible, il m'arrive un truc de ouf. Ah ouais. Mais dans le malheur, ce qui a fait après ma force et qui m'a aidé aussi beaucoup, c'est que ça soit les joueurs, le staff, les supporters, le club, ils m'ont. Ils t'ont Ils ont toujours été reconnaissants, ils t'ont de été avec toi. malade, comme si j'avais rien fait en fait, pas d'erreur, comme si j'avais pas fait d'erreur. Comment ils t'ont soutenu? Des messages, je suis retourné au club, ils ont fait comme s'ils s'en parlaient même plus, comme si en Dans le fait vestiaire, il se c'était passe rien quoi? passé. Dans le vestiaire, il se passe quoi à la fin du match? Tout le monde a battu, c'est normal, Ouais. mais tout le monde venait me voir. Anto, allez, il me tapait sur la tête, Ah ouais. incroyable, incroyable. C'est beau parce que dans un vestiaire de compétiteurs, foot, tout le monde Tu sais que pensait qu'à sa gueule en disant. c'est un truc de Eh, malade parce tu que nous as- regarde, je sais pas si t'as déjà vu la photo, mais ce jour-là sur le banc il y avait Vardy, Kane et Drinkwater alignés 3 sur le banc. Les trois Ouais, sur le les banc. trois ouais, sur le Ça, banc. c'est Harry fou, Kane. ça. Harry Ouais, Kane, ouais. Vardy Kane était en presse, Drinkwater. ouais. C'est hallucinant. Ouais. hallucinant. Kane, il jouait pas ce match. Kane, il jouait jamais. Non, mais non, il était jeune, Il il était était tout très petit. jeune. Il était très jeune. Très jeune, il était en prêt. Ouais, C'était ok. l'un de ses premiers prêts, il me C'est semble. même pas celui où il explose, je crois. Il explose Non, après. non, il explose bien après. Mais pareil, ce mec-là, tu te dis pas, il va devenir Kane à ce moment-là. Ah Tu vois, ouais non,
Tu te dis pas ça. Ah ouais. Tu te dis pas ça. Et en plus, Vardy à côté. Mais chapeau, le mec, tu vois. C'est comme quoi. C'est pour ça, quand un formateur il dit à un jeune de 12 ans, c'est trop petit. tu vois, moi, à 17 ans, je voyais pas Kane devenir comme ça. T'as dû en voir des mecs comme ça qui ont explosé, qui sont dans les plus grands clubs aujourd'hui. Ouais. Tu disais, c'était. Que quand même jeune, tu te dis, mais il fera pas une carrière. Mais parce que à ce moment-là, il n'y a pas la qualité technique, il n'y a pas, tu vois. Mais ça arrive. Alors, donc à Leicester, donc il n'y a pas la montée cette année-là, mais par la suite, ça monte. C'est la saison d'après. La saison d'après, on finit avec 102 points, on explose toute la Championship. Non, franchement, c'était hallucinant. Mais ça a été je fais une bonne saison. Ça a été une motivation, ce qui s'est passé de la saison d'avant. Ouais, mais moi, j'ai toujours eu un gros mental, en fait. Avec ce qui s'est passé avec Lens, j'ai déjà eu un mental forgé de malade. Je me dis, il ne peut plus rien m'arriver, en fait. C'est moi et personne d'autre. Et donc la saison, ça monte. Et après, il y a la découverte de la Première Ligue. Ouais. La découverte de la Première Ligue, tu es dans un groupe, tu parlais tout à l'heure de Vardy, de Drinkwater, c'est les bases de ce qui va être un des plus gros exploits de l'histoire de la Première Ligue. Leicester champion. Alors toi, tu n'y participes pas. Encore une fois. Tu pars... Mon impatience. Tu pars un an avant. Leicester, cette année-là, l'année de la Première Ligue, je joue pas trop. Il y a Mahrez qui est arrivé en janvier d'avant. Donc il finit la Championship avec nous, on monte. Il s'adapte petit à petit. Pareil, j'aurais pas dit ça va devenir Mahrez. Et la première année de Première Ligue, il pourrait vous le dire lui-même. Il y a des hauts et des bas, mais c'est lui qui joue. Et voilà, je respecte. C'est ton concurrent à la base. Ouais, c'est mon concurrent. C'est ami, etc. Mais moi, quand je jouais cette année, il me faisait jouer à gauche. Parce que Riyad, il jouait à droite. Et voilà, je respectais. Et puis Riyad et moi, on s'entendait très très bien. Et encore maintenant. Donc c'était pas une question de malsain. Mais je jouais pas trop, moi. Et on se sauve, mais Leicester me propose 4 ans. Et Riyad, le premier, il me dit, Anto, écoute-moi, s'il te plaît, tu vas jouer, tu vas finir par jouer. L'année prochaine ou quoi, tu vas jouer, il y aura ton moment, il va arriver. Ne refuse pas ce contrat. Il me propose un nouveau contrat, en fait, Leicester. Et je dis, non, Riyad, moi, je veux partir et tout, nana. Et je pars au Standard de Liège. Et je vais pas le mentir, parce qu'ils m'ont proposé une grosse prime de signature, j'étais libre et tout ça, nana. Donc je dis, je m'en vais. Mais... Tu parles l'été où il y a Ranieri qui arrive. Et voilà. Alors attends, ça c'est encore un autre épisode. Ranieri y arrive parce qu'il y a des problèmes. Exactement, il y a la fameuse affaire. La fameuse affaire. Qui part en Thaïlande parce qu'on s'est sauvé. Moi j'y vais pas du coup parce que je partais au Standard de Liège. De départ. Il y a une soirée qui déborde. Le fils de l'entraîneur, il se filme, ça part en cacahuète et tout ça, nana. Je rentre pas dans les détails. Bon, Pearson, il se fait virer. Et c'est Ranieri qui arrive. Et là, Riyad, il m'appelle, il est comme un ouf. Il me dit, Anto, regarde, avec Ranieri, tu te serais régalé au début de saison, tout ça. Il me dit, t'aurais joué, Anto. Bref, je dis, c'est le passé, voilà. Moi, je signe à 4 ans au Standard de Liège. Et au final, je reste que 6 mois. Mais pendant cette année-là, tu vois Leicester premier en septembre, en novembre, en décembre, en février. Et moi, je réfléchis, je dis, mais attends, j'ai raté quoi, là? Et Riyad, il m'appelle et il rajoute 2 couches. Riyad, il m'appelle et il me dit, mais Anto, mais t'es un malade, en fait. Et toi, au Standard de Liège, tu fais quoi au Standard? Je suis meilleur buteur en janvier. Qu'est-ce que je fais ici, en fait? Qu'est-ce que je fous ici? Pas par rapport au club. Hein. Le club, c'est un bon club. Non, tu compares ça avec Leicester qui est en train de remporter la Première Ligue. Championnat. Grand respect pour le Standard. Je viens de jouer, même si j'ai pas trop joué, mais j'ai quand même fait 15 matchs cette année-là en Première Ligue. Et je vois le championnat belge et je me dis, mais qu'est-ce que c'est que ça? Je suis tombé où, en fait? Et je m'amuse, je joue en attaquant de pointe, je suis meilleur buteur du Standard. On est dernier à la trêve. Ouais, je dis non, c'est pas possible. Il m'est arrivé là, c'est. Et là, tu vois l'exploit du siècle. Là, j'appelle le Riyad, je dis, vous allez être champion, c'est pas possible. Il me dit, attends, c'est trop tôt. Je dis, frérot. C'est la J36 là, quand même. Bref. J36, vous avez 5 points d'avance. En janvier, je pars à Marbella en stage avec le Standard.
J'ai un appel de mon agent, il me dit, il y a Brighton qui est là pour toi. Je dis, Alhamdoulilah. J'ai vu, on s'en va. Mais j'étais bien au Standard, honnêtement. Ouais, Je suis pas en train de dénigrer le club. Non. Mais dénigre le championnat. Mais qui t'a conseillé d'aller au Standard? Toi. C'était moi. Et les mecs dans l'entourage, ils t'ont pas dit. Mon père, il m'a dit, Anto, c'est l'Angleterre, t'es sûr et tout. Première ligue. Mais mon père, il me respectait. Parce que financièrement, c'était pas un gros contrat, 4 ans à Leicester? Je prenais plus avec les primes de signature et tout au Standard. Ok, d'accord. Et surtout, ils ont des sous le Standard. Ouais, c'était l'ancien président à l'époque. Il me l'avait pas dit, mais il me faisait signer et après il se barrait en fait. C'était pas Donofrio, non? Non, c'était un vieux qui avait Saint-Tron aussi. Je sais plus son nom. Bref, et il me dit. Anto, en fait, il était en négociation, lui, pour vendre le club. Mais il me propose quand même ce contrat. C'est un amoureux du club. Quand tu vois ta liste de clubs, tu prends un peu de recul. Je regarde le Standard de Liège, je dis, mais en fait, comment... Non, moi, je suis parti impatiemment. Je me suis dit, je joue pas trop. Je vois une grosse prime de signature, de l'argent. Je veux partir pour ça, c'est tout. T'as quel âge à ce moment-là? 23. Non, je suis à la fin de mon contrat de Leicester, donc 22. Je vais sur mes 23. Juste pour revenir sur cette équipe-là de Leicester, et puis après on passe à Brighton. Cette équipe-là, quand t'étais encore dedans, donc notamment sur l'année de Première Ligue où tu joues un peu, tu sens qu'il y a un truc ou pas? Tu sens qu'il y a... Bon, forcément, je m'attends pas à ce que tu vas me dire. L'année de Première Ligue avec moi, d'ailleurs... Vous maintenez très très tard en plus. Oui, mi-mars, on est encore dernier, je pense. Et sur les 9 matchs qui restent, je pense qu'on en gagne 7 et on fait 2 nuls. Parce que dans cette équipe-là, il y a Wes Morgan qui est déjà là. Il y a, tu disais Drinkwater, Vardy. Il y a je crois que... Il y a Fuchs qui est là. Il y a Fuchs qui est là, Cambiasso qui est arrivé cette année-là. Esteban Cambiasso qui était là-bas. Kanté qui n'est pas encore arrivé. Et il y a Mahrez. Sur les 9 derniers matchs, on gagne 7 matchs et on fait 2 nuls. Et c'est ça qui nous sauve sur cette saison-là. Et l'année d'après, ils sont champions. Parce que là, on dit Standard de Liège pour partir, etc. Mais c'est vrai que c'est dur de prévoir. Tu vois pas le truc venir. Même si pour moi, le choix aurait dû rester à Leicester, mais. Personne ne voit le truc venir. Je suis d'accord avec toi que j'aurais dû rester à Leicester. J'aurais dû rester à Leicester, mais tu m'aurais dit Leicester sont champions l'année prochaine. Je t'en prends fou. J'aurais dit une grande part. T'es gentil, Je suis gentil, mais je suis pas con. Juste, Riyad, on a senti aussi que cette année-là, forcément, est charnière pour lui, etc. À l'entraînement, même dans les bons matchs, etc. C'était déjà extraordinaire. Tu pensais qu'il allait aller aussi haut dans sa carrière? Encore une fois, il y a eu l'adaptation. À l'entraînement, il s'amusait avec tout le monde. Tout le monde. Il était trop fort. Mais en match, cette année-là, la première année de Première Ligue, il fait pas une grosse saison. Je pense qu'il met 2 buts et quelques passes d'ess. Ou 3 buts et quelques passes d'ess. Regardez, vous allez voir. Mais même dans les matchs, il fait pas. Après, à sa défense, on défendait beaucoup. C'est comme j'ai dit tout à l'heure au début de l'émission. Quand tu es dans une équipe qui joue, qui est protagoniste, etc. Exactement, tu vas te régaler quand tu joues. Et l'année d'après, c'est ce qui s'est passé. Il y a Kanté qui arrive. Ouais, ça aide un peu. Je pense que ça aide. Tu joues avec des mecs qui sont trop forts. Et Riyad, il a son potentiel. Toi, tu sentais qu'il allait aussi loin comme ça dans sa carrière je savais qu'il était très fort par rapport à l'entraînement. Il s'amusait, il faisait ce qu'il voulait. Mais à cause de l'équipe qu'on avait cette année-là, il pouvait pas être au-dessus de ça en fait. Mais tu penses que c'est quoi qui a fait la différence pour qu'il prenne une dimension incroyable avec un peu de recul? Son potentiel. Son potentiel et le fait qu'ils ont ramené une grosse équipe à Leicester cette année-là, l'année du titre. L'année du titre. Brighton, par la suite. Alors, l'équipe est moins légendaire que celle de Leicester 2016, mais tu es aussi aux prémices de ce qui va être avec Graham Potter notamment, et etc. Est-ce que là aussi, tu as senti un club où le projet de jeu, le collectif, etc. était assez intéressant? Moi, Brighton, j'arriverai pas déjà à être objectif parce que c'est pour moi mon club de cœur. Là. C'est c'est le club où il m'a marqué au niveau de ma carrière, que ce soit les infrastructures, la ville, les gens là-bas, le club. Je rappelle que Brighton, c'est au bord de la mer. C'est dans le sud de l'Angleterre, c'est au bord de la mer. Et aussi le fait que j'ai eu mes meilleures années footballistiques là-bas et où j'ai le plus brillé aussi. Et moi, je pense que ce qui a fait que j'ai eu mes plus belles années là-bas, c'est que j'avais
une liberté totale sur le terrain. En fait, il me voyait comme le roi là-bas, en fait, en termes de football. Il me disait, avant le match, c'était donner la balle à Anto et on verra ce qui se passe. Enfin, j'avais un coach qui est Chris Hughton qui me donnait une liberté totale et qui a fait en sorte que mes qualités ressortent le plus possible. T'as jamais été aussi fort qu'à cette époque-là, en première ligue, au très haut niveau? Non. Et c'est quoi? C'est dû à quoi pour toi? Après, la maturité, encore une l'équipe, fois, je pense que j'aurais pu faire une plus grosse carrière encore si j'avais pas eu des aléas de la vie à ce moment-là qui ont fait que, quand j'ai perdu mon père, quand j'ai divorcé, et le fait aussi qu'on n'avait pas une équipe qui jouait autant que, par exemple, avec Deserbi ou avec Graham Potter. Sans renier mon entraîneur parce que bien sûr, tu le kiffes. C'est celui que j'ai préféré. Mais c'était un Brighton qui venait de monter. Mais ouais, voilà. Parce que vous n'avez pas une équipe de fou, il y avait qui? Il y avait Bissouma, on n'avait aucune qui star. était bon. Aucune star. Il y avait Grosse. Grosse, Bissouma, mais pareil, ils sont dans l'adaptation. Il devait y avoir Glenn Murray devant. Lewis Dunk très derrière. bon buteur, mais c'est la première ligue. On n'avait pas une équipe... Pour moi... On avait une équipe trop défensive en fait. Voilà, si je peux le résumer comme ça, on jouait trop défensif pour que moi je puisse encore être meilleur. Mais déjà, tu étais déjà très bon. J'ai eu des très très bonnes années là-bas, que ce soit en première ligue ou en championship. Mais j'aurais aimé jouer avec une équipe qui jouait de l'avant, qui comme là maintenant. Brighton, pour moi, c'est beau avoir joué. Il joue au ballon et il pose des problèmes à des grosses équipes maintenant. Brighton, tu continues de suivre. Tu regardes Brighton, Man City maintenant. Man City, ils ont du mal. C'est un club dont tu suis encore les résultats, donc tu suis encore les actus. Dès que je peux regarder le match, je regarde le match. Ah ouais. Tu retournes un peu là-bas. C'est le seul match de foot que j'arrive à regarder maintenant. Ah ouais, le club que tu suis, si t'as un match à regarder le week-end, tu regardes Brighton. Ah, c'est beau. D'ailleurs, j'ai un très bon ami à moi qui est super fan de Manchester United, c'est la bête noire de Manchester. Je suis très content. Très content. Il y a un joueur qui te plaît en particulier dans ce Brighton aujourd'hui? À l'heure actuelle? Ouais. Bah déjà, il y a mon pote, le capitaine Lewis Dunk. Ouais. Lui, j'aime beaucoup. Je pense que voilà, ça fait des années maintenant depuis qu'ils sont montés en première ligue, il est très important. Ouais. Il est international. Mais Mitoma. Mitoma, ça te parle, ce type de joueur. Mitoma, c'est la classe. Non, et puis je pense que si on regarde sur les dernières années, pour moi, c'est l'un des clubs en Europe qui fait les meilleurs recrutements. En termes de vente et tout ça. Tu veux dire en rapport qualité-prix par rapport à ce qui était bon. Cucurella, Caicedo, Cucurella, Bissouma, McAllister. C'est extraordinaire. Ils ont une cellule de recrutement extraordinaire. Stupinian, ça m'étonne vraiment pas qu'ils m'ont recruté. Il y a 3 ans à Brighton. Ils t'ont vendu 15 millions, t'imagines l'arnaque? T'imagines l'arnaque? Ils m'ont recruté à 1,8 million. 15 millions, ils m'ont vendu. Mais en plus, on en a pas parlé, mais tu retrouves City, enfin le dernier match avec le but de Mahrez, qui lui lance vraiment, c'est l'une des plus grosses images au début de sa carrière à City, dans le match du deuxième titre de... Il fallait qu'on... Enfin, pas nous, on s'en foutait à la limite, puisqu'on n'avait plus rien à jouer, mais d'ailleurs, parce qu'on venait de se sauver la semaine d'avant contre Manchester United. C'est pour sauver. Ouais, voilà, c'est pour sauver ça. Mais non, on joue, nous, ce match-là, c'est le dernier match de la saison, et Man City, il fallait qu'ils nous battent chez nous, à Brighton, et Liverpool qui perdent. Et Liverpool, ils gagnaient, et à un moment, on menait 1-0 contre Manchester City. Ouais, c'est ça. Et au final, Riyad, il fait un exploit, il met un but de malade, et bon, bref, ils nous battent 4-1 au final. Mais je veux dire, Riyad, je pense qu'il a lancé ça. City à City à ce moment-là, les jouets et tout, etc., ça représente quoi? C'est vraiment très très fort quand tu... Pour moi, c'est un autre sport. Ouais. C'est un autre sport. Ah ouais. C'est un autre sport. C'est un autre sport. Okay, dans quel sens? Dans le sens où tout est millimétré quand tu les affrontes? C'est trop fort. Ils sont trop forts. Mais ils sont trop forts individuellement ou c'est le... Tout. Tout. C'est injouable. Ah ouais, à ce moment-là, à cette époque-là, il n'y a qu'un match dans ma carrière contre Man City, sur tous les matchs que j'ai eu contre eux, qu'on leur a tenu tête, c'était en demi-finale de Coupe d'Angleterre à Wembley. On a perdu 1-0, on prend un but au bout de 3 minutes. Donc là, on se dit... on prend 7. Et on perd 1-0, mais on fait un match extraordinaire. Et franchement, on leur a tenu tête, on mérite même d'égaliser. On rate une grosse occasion en fin de match sur un corner.
Mais c'est le seul match. Sinon, c'est de la saison, ils gagnent tout justement là en Angleterre. Ouais. Parce que la saison 2019. Tu joues le Manchester City de Guardiola, tu joues en même temps le Liverpool de Klopp. Ouais. Et tu vois une diff entre les deux quand tu les affrontes. C'est pas les mêmes styles d'équipe forcément, mais dans la force que ça dégage. City collectivement c'est des machines. Pour moi c'est injouable. Liverpool, c'est encore plus dur pour moi dans le sens où leur pressing, c'est ingérable. Ingérable. C'est ingérable. Parce qu'en fait, tu reçois la balle, il y en a trop autour de toi, tu comprends rien. Tu te dis, mais. T'envoies les chiens, les mecs. C'est ingérable. Ingérable. Ah ouais. Et moi, l'arrière-gauche le plus dur que j'ai eu du mal dans un match, c'était Robertson. Ah ouais, parce qu'il va vite. Il va vite, il est chiant. C'est fort. On dirait que j'avais une laisse. Il me suivait partout, le mec. C'est pas possible, je vais toucher comment un ballon contre eux. Je détestais. Je jouais Liverpool. Limite, je voulais simuler. Parce qu'en plus, si tu redescends un petit peu, il y a Sadio Mané qui est là, qui lui aussi, mais. Non, lui, ça va, il défend même pas. Il est même pas. Ils m'ont laissé Robertson, tranquille. Ils m'ont laissé Robertson. T'aurais préféré être de l'autre côté avec Alexander Arnold pour avoir un peu plus de. Je sais pas. Je sais même pas. Non, c'est des mecs. Voilà, faut le dire. Pour moi, c'est un autre sport. Et le niveau de la première ligue, globalement, c'est quoi? Parce que cette année-là, c'est 98-97. Hein. C'est. Ouais. En fait, je vais te dire, par exemple, si tu joues dans une bonne équipe, je pense, tu peux plus performer en première ligue qu'en championship. Ok. Pourquoi? Parce qu'en championship, on te rentre dedans, mais ils sont moins forts, les mecs. Tu vois, ils vont moins bien défendre. En première ligue, tu as plus d'espace parce que les mecs automatiquement sont plus intelligents, donc ils vont, des fois, à part Liverpool, tu vois, les équipes comme ça, mais il y a des matchs où tu vas avoir de l'espace. Tu vois, c'est toi et tes bons choix, c'est tout. Mais en première ligue, il faut jouer dans une équipe qui attaque. Si tu joues dans une équipe qui défend, ils sont dans ton camp tout le match et tu dois faire 80 mètres pour aller dans leur but. C'est difficile. Tu disais que tu regardais Brighton, mais encore maintenant en première ligue, il y a d'autres équipes qui peuvent te faire un peu kiffer. Je pense l'année dernière, par exemple, il y a eu un moment une petite hype avec le Tottenham de Postecoglou, le Arsenal d'Arteta. Le Arsenal d'Arteta à l'heure actuelle, je kiffe. Je kiffe. C'est une vraie équipe de football. Ça joue au ballon, aux deux gardes, je suis un grand fan. C'est des joueurs qui donnent envie de regarder le football. Mais ouais, non. Toi, t'as un dégoût aujourd'hui de regarder le foot en disant, parce que j'en ai parlé avec des joueurs qu'on a reçus. Gianelli, par exemple. Gianelli nous disait, moi, j'arrive plus à regarder le foot parce que sur la trajectoire qu'il a eue, il voit des joueurs qui jouent. Il se dit, tu sais, il y a un côté un peu. C'est Gianelli. Après, c'est Gianelli qu'on aime beaucoup, etc. Mais au moins, il a été franc là-dessus. Je les avais il y a 3-4 ans, il savait pas faire une passe, et là aujourd'hui, tu sais, je peux pas allumer la télé. Tu vois, je peux pas. Tu sais quoi? Est-ce que toi, sur le. On parlait tout à l'heure de mon pote, d'ailleurs, qui est là derrière. Mais on regarde, ça nous arrive de regarder des matchs ensemble. Et combien de fois je lui ai dit, frérot, comment ce mec-là, il joue là, et j'ai jamais joué dans un club comme ça. Ça m'arrive. C'est une réaction normale parce que tu connais tes propres qualités de joueur. Ouais, tu te dis, Après, bien sûr, il y en a, ils vont regarder l'émission, ils vont te dire, mais pour qui se prend? Parce que ils savent pas ce que je ressens moi, ce que j'ai en moi. Tu vois ce que je veux dire? Nous, les gens, on vit dans le préjugé, ils vont dire, pour qui se prend, mais ils savent pas ce que j'ai moi comme qualité. Je le sais, moi. Mais quand tu joues, je l'ai dit, et je le répète, et je le répéterai toute ma vie, dans une équipe qui défend, ou qui est dans les moins forts de la première ligue, c'est normal que tu peux pas montrer tes vraies qualités. Tu vas pas jouer pareil. Quand le coach il te demande, tu joues en première ligue déjà, c'est une chance, c'est un rêve. Tu vas pas décevoir le coach et faire ce qu'il veut et faire ton truc. Sinon tu vas plus jouer. C'est ton avenir, c'est ta vie. T'es obligé de respecter ce qu'il veut. Moi, quand le coach il me disait, tu te mets comme 6e défenseur, je la fermais, je me mets, on était à 6 à plat. Et qu'est-ce que je fasse? Il faut faire 80 mètres pour aller devant le but. C'est pour ça que je pouvais pas montrer mes vrais, tu vois, exploiter mon. Il y a une frustration, toi, d'avoir pas joué dans un club comme ça, du top 6, top 8. Ça, c'est le seul regret que j'ai de ma carrière. Pour aller plus loin, tu penses que ta carrière a chance si t'es dans le Brighton de Potter, par exemple? Encore une fois, c'est moi qui ai refusé ça. Potter, il m'a demandé. Non, ils t'ont encore. Brighton, t'as refait une Leicester. C'est-à-dire que tu t'étais parti. Là, c'était plus pareil. Là, c'était plus les mêmes chiffres. Quand Fulham il m'appelle,
C'est plus les mêmes chiffres. Là, Fulham en Championship, c'est en première ligue ou en Championship? C'est des malades. Ouais. En Championship, ils te font une offre. Ils veulent monter, ils se disent. Ils se disent que Knockaert, avec ce qu'il a fait à Brighton, lui, on l'aligne. Ouais. Ah ouais? Et là, c'est irrefusable. Je refuse pas, mais c'est le plus grand regret de ma carrière. Je me suis trompé, c'est Fulham. Ah ouais? Plus grand regret de ma carrière. D'avoir été là-bas. Le plus grand regret de ma carrière. Pourquoi? Et je le dis avec le sourire. Excuse-moi, là, on va prendre un peu de temps. Là, faut prendre du temps. J'ai fait exprès. J'ai dit là, ok, je vais être un peu en retard, mais j'ai dit c'est la dernière. En plus, on a orchestré l'émission pour que ça soit la dernière partie. On coupera des moments, il n'y a pas de souci. Voilà. Mais moi, je veux ce moment-là. Mais donc, on rappelle. Donc, t'es Brighton, fin de contrat, on est en 2019. Non, pas fin de contrat, il me reste 3 ans, Brighton. Ah, il te reste 3 ans encore. 3 ans, Brighton. Ah ouais, d'accord, ok. Donc, mais on est en 2019 si je me rappelle bien. C'est ça. 2019. Et donc là, il y a Mykonos, tranquille, en train de manger. Est-ce que t'es tranquille à Mykonos ou quand tu dis tranquille, c'est. J'ai fini ma saison avec Brighton, j'ai fait une bonne saison. Parce que je crois que les vacances à Mykonos, c'est pas tranquille. Non, le truc le plus franchement, pour une fois, j'étais tranquille. Je suis avec mon oncle, je mange du saumon tranquille, je suis posé. D'accord. Et je reçois un appel de mon agent. Il me dit Anto, il y a Fulham. Pareil, direct. Je lui dis, j'en veux pas. Je suis bien à Brighton, qu'est-ce que tu me racontes? Je suis la star là-bas, je suis tranquille, c'est mon petit concon. Je dis, je veux pas. Il me dit, ok, pas de souci. Il te rappelle? Non, il me dit, je t'envoie un email. Mais il m'a envoyé les chiffres, mais j'ai pété un plomb. Je l'ai rappelé, je dis, bon, c'est. Brighton, finalement, c'est. Non, mais moi, je suis désolé, mais les chiffres, c'est quoi? On est obligé peut-être pas. Une fourchette, il faut un x10 ou un x5. Voilà, t'es pas obligé de donner les montants, mais par rapport. C'est un contrat que je pensais que j'aurais jamais eu de ma vie. Le plus grand contrat de ta carrière. Ouais. Non, mais par rapport à Brighton. 5 ans. Mais par rapport à Brighton. Mais c'est des malades. Mais ils pensaient que j'étais qui? Mais par rapport à Brighton, c'est fois combien? Non, c'est pas faux parce que je prenais déjà bien à Brighton. Ouais. Quand même. Mais c'est du fois. Je parle quand même à Brighton, j'avais déjà des gros chiffres, tu vois. Ouais. Mais c'est des chiffres. Et puis il n'y a pas eu que ça, il y a eu des bonus avec. Il y a eu des bonus. Prime de montée. Voilà, et cette prime de montée-là, je me suis demandé s'ils étaient saouls quand ils me l'ont proposé. C'est pas possible. Ok. Donc quand tu montes contre Brentford, l'année, c'est quoi? C'est l'année d'après ou l'année d'après? L'année d'après. L'année d'après, ouais. Je t'en FaceTime avec mes potes. Si tu savais ce que je criais dans le FaceTime. D'accord, ok. Parce que je me rappelle de ce match-là face à Brentford. À Brentford, il y a quand même Mbeumo, Watkins, Benrahma. Ouais. Attends, la veille de match, le coach, j'ai joué toute la saison. C'est qui le coach? Scott Parker. Je le déteste. Ah ouais. Je le déteste. Ah ouais? Je le déteste. Pourquoi? Il le Il déteste. n'y a aucune personnalité, ce mec. Ah ouais? Il m'a tué ma carrière, lui. Ah ouais? C'est lui qui m'a écœuré du foot. Je suis arrivé déjà, je croyais que c'était un club d'athlétisme. Pour commencer. Ah, parce qu'il faisait que des courir. Que courir. À Brighton, c'était tout l'inverse. Que courir. Alors, je sais pas si parce qu'il était frustré dans sa carrière par rapport au fait que c'était un 6 et qu'il devait que courir. Ah, c'était un 6 Chelsea, courir. Ah, mais je le déteste, ce mec-là. Il m'a tué du foot. Mais lui, il est là direct quand tu signes. Il est là direct. Et tu l'as au téléphone ou quand tu. Je vais le rencontrer à Londres. Ouais. Il me sort son ordinateur, mes sessions, c'est comme ça. Il me montre que des conservations de balles. Je dis, c'est génial. Il m'a bien eu, lui. Lui, il m'a bien menti, lui. Je suis arrivé, c'était de l'athlétisme. Ah ouais. De l'athlétisme. Tu sais, c'est le seul mec dans ma carrière en Angleterre qui, quand il me donnait 2 jours de repos, j'avais des crises d'angoisse. Le 2e jour de repos, je commence à avoir une crise d'angoisse le soir. En disant putain, demain il y a l'entraînement. On va faire quoi demain? Ah ouais. Et il nous tuait toute l'année. Mais t'étais le seul à penser comme ça? Il y a eu un truc qui a vraiment perturbé ma saison. En plus de ça, j'arrive. Je crois que les 2-3 premiers matchs, je marque pas. Après, je marque contre Millwall. On va à Huddersfield, le match d'après Millwall. Donc, je marque, je lance ma saison, en fait. Je suis content. Je fais un super match contre Millwall. On va à Huddersfield. Et là, je me pète la cheville. Ah, merde. Mais il me force à jouer. Attends, il me force à jouer avec ma cheville qui est morte. Pendant 6 semaines, je souffre.
Ça veut dire pendant 6 semaines, je suis inexistant sur le terrain. Ah, pendant 6 semaines, tu joues encore alors que t'as la cheville en vrac. Ils me font des soins tous les jours. Infiltration, ouais. Non, même pas d'infiltration, que des straps, et ils me font souffrir. Je vais le voir à un entraînement, je suis presque en larmes. Je lui dis, j'ai mal, je peux plus. Il me fait jouer. 6 semaines comme ça, je suis inexistant, c'est normal, je peux pas jouer, j'ai mal. Et tu peux dire non quand même. Et c'est la première fois de ma carrière, parce que c'est la première fois que j'ai vécu un moment comme ça où vraiment je me trouvais pas à mon niveau. Je regardais les commentaires en fait des supporters. Ah ouais, de ce que ça disait. Pourquoi on a acheté ce mec-là 15 millions, pourquoi truc. Et ça m'a tué mentalement en fait. Ah ouais. Plus lui qui me faisait courir comme un clébard à l'entraînement, il m'a tué. Mais tu peux pas dire non à ce moment-là, de pas jouer si t'es blessé. Et il m'a dit, Anto, j'ai besoin de toi. Je te promets, mot pour mot, il m'a dit, Anto, j'ai besoin de toi. On peut pas, il y a personne à ta place. On t'a pris, c'est pour ça. Tu dois jouer. Ok. Donc je joue. Mais je souffre, je suis nul. Je suis pas à mon niveau. Parce que, et ça me tue ma saison. Parce que après, mentalement, t'as une appréhension. Tu rentres sur le terrain, tu te dis, ils vont dire quoi si je suis pas bon. Et je me suis tué mentalement tout comme ça. Et là, par rapport à ton transfert, t'as une grosse pression. Exactement. Là, il faut les faire monter. Il faut être plus fort. Non, monter, je savais qu'on allait monter. Parce qu'on avait Mitro, on avait Cavallero à gauche, on avait des joueurs de fou. Mitrovic, je savais qu'on allait monter. Mitrovic en championship, c'est 22 buts à chaque fois. C'est minimum. Bref, je savais qu'on allait monter. Mais bref, on arrive au play-off. T'es comme ça quand même. Parce que là, je dis, putain, en fait, on est au play-off. Parce que normalement, tu dois être dans les deux, normalement, par rapport à ton standing. Voilà. Donc déjà, être en play-off... Mais t'arrives en mars, t'es une lavette. Tu peux pas faire un an d'athlétisme comme ça et être performant. C'est pas la saison du Covid, il y a pas le Covid. Et il y a le Covid qui arrive. Pendant le Covid, les gens, ils font quoi? Tu crois qu'on allait courir? L'autre, il t'envoyait un programme, mais je faisais courir mon pote à ma place. Je faisais courir mon pote. Toute l'année, il m'a fait courir. Je crois que je vais courir pendant son Covid. Il est malade. Il va pas regarder, il a pas les trucs. Bref, j'arrive quand même à revenir bien, shape et tout. Je suis bien, je suis propre. Parce que je courais de temps en temps, mais pas ces trucs à lui. On reprend début juin, je pense. T'imagines quand même. Mentalement, il faut y aller. Hein. On reprend début juin. On finit la saison, il restait 9 matchs de championnat. On finit la saison mi-juillet, je crois. Play-off. On va au play-off, on joue contre Cardiff. C'est vrai, je suis pas bon les 2 matchs, mais il me fait jouer. Veille de match de la finale, il me dit, Anto, tu joueras pas demain. Enfin, t'es pas titulaire. Tu sais quoi? Je vais pas te mentir, hein. C'est la première fois de ma vie que j'avais pas le seum. Je pensais juste au flouze. Je disais, faut que demain on gagne et on monte. Faut que demain on gagne et on monte. Parce que, en fait, mon contrat, c'était, si on montait, je prenais une prime de malade. J'avais déjà un gros salaire. Si on montait, je prenais une grosse prime. Et en plus de ça, le salaire, voilà. Mais là, ah ouais, donc en fait, c'était un match à 2 millions, quoi. Oh, si c'était que 2 millions. non. C'était un match. C'était un match. Ce Brentford Fulham, tu l'as dans la saison. C'était un big game. C'était un grand match. C'était un big game. Il est exceptionnel ce match. En plus, c'est un braquage parce que je crois que c'est quoi, prolongation, c'est 2-1, prolongation. Ouais, prolongation 2-1. Sur un coup franc ou un. Non, prolongation et 0-0. Prolongation. Et par contre, tu vois, je le déteste, mais j'ai un petit truc au cœur pour lui quand même, ce Parker là. Veille de match, il fait une tactique, il dit, les gars, David Raya, le gardien de Arsenal à l'heure actuelle, il dit, sur les coups de pied arrêtés offensifs pour nous, je sais pas pourquoi à chaque fois il croit il anticipe à mort la trajectoire, il veut sortir. Non, il dit, il est tout sauf sur sa ligne. Il dit, si tu tires direct, je te jure qu'il y a une chance de marquer. Et l'autre, le lendemain, en pleine prolongation, 0-0. Ouais, c'est ça, 0-0. Il tente de tirer direct. Non, sur un coup de pied arrêté. Sur un coup franc excentré. Ouais, coup franc excentré, Il fait genre qu'il va centrer, donc il fait semblant de regarder les autres. Comme Fekir Areola, quoi. Et Raya, en fait, il jette un regard, Raya, il est tout sauf sur sa ligne. Qui c'est qui le tire le Joe Bryan. Attends, arrière gauche. Oh, lui, c'est un génie, ce mec. Arrière gauche, il tire direct, Raya, il est battu 1-0. On mène 2-0, c'est Joe Bryan, pareil, l'arrière gauche, il prend le ballon, il fait un 1-2, il marque. Tu l'as donné combien à lui? 2-0.
2-0, mais je voyais que les flous tomber. Je pensais à plus rien. Tu l'as donné combien? Tu l'as donné combien? Rien du tout. Fulham, c'est des bêtes, ils lui ont donné un gros contrat aussi. T'inquiète pas. Non, mais. Après 2-0, 2-1. 2-1. Ouais. Et là, on ferme. Et dès que c'est le coup de sifflet final, c'est fini. C'est incroyable. Tu rentres pas du tout dans le. Si, tu rentres à fond. Ouais, non, je rentre. Même avant les prolongues. Okay. J'ai raté une grosse occasion en plus. Et donc bon, ça a marché pour le Championship à Fulham, mais cette méthode-là, Scott Parker en Première Ligue, c'était impossible que ça marche. Donc, on monte, on avait que 2 semaines de vacances dû au Covid. Oui, et ça reprenait direct. Voilà, ça reprenait direct. Donc on part en vacances, et je m'en rappelle, je pars à Mykonos aussi, non, à Santorini. J'arrive là-bas et tout, je suis posé et tout, et je reçois un long message. Et c'est Scott Parker. Anto, avec ton expérience et tout, j'aurais besoin de toi cette année et tout. Prépare-toi bien, s'il te plaît, et tout, ça reprend vite. J'aurais vraiment besoin de toi. Je suis comme un ouf. C'est bien, au moins, malgré que j'ai pas fait la meilleure des saisons, il va compter sur moi quand même. Je suis content. Je reviens de vacances, préparation, tac, tac, tac. On joue Southampton, il n'y avait qu'un match amical. Dû à Covid, il n'y a pas le temps d'en faire d'autres. On joue Southampton en amical et il me fait jouer 10 minutes, je crois. Ouais, 10 minutes. Donc je dis, c'est tout, c'est le début de saison, peut-être, les premiers matchs, il va pas me faire jouer. On reçoit Arsenal le premier match, on perd 3-0. Normal, mais je rentre pas du tout. Je suis sur le banc, je rentre pas. Deuxième match, on va à Leeds. On perd 4-1 et il fait tous ces changements, on avait le droit à 5 changements. Attends que je te dise, il me fait pas rentrer. J'ai dit, il y a un problème. Deuxième match, je rentre pas, ça fait 2 matchs. Troisième match, on reçoit Aston Villa, on perd 3-0 à la 60e, je crois. Et il fait rentrer un défenseur à la 60e. Alors qu'il y a 3-0. Ouais, et c'est le 5e changement. Wow. Ouais, un truc comme ça, mais je sais plus exactement les vrais détails. Mais il fait rentrer un défenseur sur le dernier changement. J'ai lui, il se fout de ma gueule. Lui. Il y a quelque chose qui va pas, c'est pas possible. J'ai lui, il se fout de ma gueule. 3 matchs qu'on prend 3 revers. Bon, après, tu joues Arsenal, oublie, mais tu vas à Leeds, il venait de monter, tu dois gagner, tu gagnes pas, il prend un score. On joue à Aston Villa à domicile, tu prends un score. Il me fait pas rentrer. C'est tout. 4e match. Et après, c'était la trêve. Veille de Wolves, Wolverhampton. Je dis, il y a un moment, il va changer, le mec, c'est pas possible. On prend 3 revers, il me fait pas rentrer une minute. J'espère que je vais jouer demain. Je m'attendais à jouer titulaire, moi. Après, tu faisais tout pour jouer ou t'étais en entraînement, t'étais impliqué et tout. Je dis, demain, je vais jouer, c'est obligé. Enfin, dans la semaine, tu vois, durant la semaine, t'es un joueur, quand t'es un joueur, tu te poses des questions. Je dis, ce week-end, c'est sûr, je joue. Veille de match, il donne le groupe, je suis pas dans le groupe. Pas dans le groupe, dis carrément. Pas dans le groupe. Je monte. Je vais le voir, je dis... Au bureau? Ouais. Je dis, je peux te parler, ouais. Je dis, tu joues à quoi? C'est quoi les... c'est quoi le délire? Il me dit, Anto, j'ai réfléchi et tout, j'aurais pas besoin de toi, tu peux partir. Wow. Là, on est en quoi, là? On est en octobre. Ah, t'es... 2 semaines avant la... Parce que le mercato, il avait été repoussé. Le mercato finit. C'est très simple. Il restait, si je dis pas de conneries, 1 semaine de mercato, je pense. Ok, d'accord. Une semaine. Je pense. Je sais plus, j'ai dû aller vite. Le mercato, il finissait 5 octobre. J'ai dû aller vite. J'ai dû aller très vite et je sors du bureau, j'appelle mon agent, je dis écoute, tu vas être choqué, mais il vient de me dire que je peux partir. Il me dit quoi? Je l'appelle tout de suite, blabla. Bon, il appelle, ça change rien. Hein. C'est pas un agent qui va changer. Donc Anto, il me rappelle mon agent, il me dit Anto, écoute, j'ai parlé avec, il a changé ses plans, il compte pas sur toi, blabla. Je dis c'est tout, on va se barrer. Je dis on peut aller où? Il me dit écoute, je pense qu'il y a Chris Hughton, ton ancien entraîneur de Brighton, qui va prendre le poste à Nottingham Forest en tant qu'entraîneur parce que Sabri Lamouchi il vient de se faire virer et tout, nana. En Championship? En Championship. Je dis vas-y, de toute façon, je vais pas rester là 1 an comme ça avec lui qui me fait... Mais c'est en transfert ou en prêt? Je pars à Nottingham en prêt. En prêt? Ah ouais, je lâche pas ce contrat. Oui, exactement. Je lâche pas le contrat. Non. Donc je dis en prêt, pas de souci. Je pars en prêt à Nottingham. Et j'arrivais pas. T'arrivais pas à te remettre dedans? J'arrivais plus.
J'y arrivais plus. T'as eu la cassure. Je marque 2 buts. Pourtant, j'étais avec le coach que j'aimais trop. Ouais. Le même 4-4-2 qu'à Lui, il te dit que t'es pas le même ou que t'es pas. Ah ouais, le coach, il pète les plombs durant la saison. Il me dit, Anto, qu'est-ce qui t'arrive et tout. J'arrive plus. Il y avait le Covid. J'arrivais plus à voir mon fils. Parce qu'en plus, le déplacement post-Brexit pour le. Il y avait trop de trucs dans ma tête qui faisaient que j'arrivais plus à jouer au foot. J'arrivais plus. Donc je sors de là, de Nottingham. Je reviens à Fulham. C'est toujours pas fait virer, Scott Parker? Attends, fin de saison, Scott Parker viré. Mais je suis comme ça. Comme ça. Je dis, ça y est, ma carrière allait relancer. Je dis, là, je te jure, je préviens tout le monde. Je dis, l'année prochaine à Fulham, je fais un carnaval. Je dis, vous allez voir, je vais faire une grosse préparation. Ils sont descendus ou ils sont maintenus? Ils descendent. Ils descendent. Mais je m'en fous de ça. Je dis, Première ligue de championship, t'es bien. Je dis, ça y est, c'est reparti. Ils mettent Marco Silva. Marco Silva y arrive. Il me dit, mot pour mot, Anto, je compte sur toi et tout, nana. Tu fais partie de mes plans. Donc je fais une préparation de malade. De malade. Une semaine avant le début de championnat, Marco Silva, il m'attrape dans son bureau. Il me dit, Anto, extraordinaire. Prépare-toi et tout, tu vas démarrer la saison et tout, c'est toi qui joues. Il venait d'acheter Harry Wilson, je ne sais plus combien de millions à Liverpool, mais il me dit, c'est toi qui commence la saison, t'as été le meilleur de la préparation. Et je le savais, je le savais. Sentais, ouais. J'ai dit, j'ai fait une grosse prépa. 2 jours avant le premier match de championnat, Middlesbrough, je me suis jamais blessé de ma carrière, gravement. Je fais des extras après l'entraînement, donc travail devant le but et tout pour travailler en plus. Je me pète le dos, 3 mois et demi d'arrêt. Wow. Et là, c'était la fin des haricots. Ah voilà, c'est... Parce que je reviens Harry Wilson, lui, il fait des trucs de fou. Harry Wilson, il marque tous les matchs. L'ailier gauche, pareil. Mitro, il est à 27 buts. Ils sont premiers avec 37 points d'avance. J'abuse, mais... oui, mais... compris, ouais. Laisse tomber. Le train est parti, Marco Silva, il vient me voir et il me dit, Anto... Je t'adore, mais bon... Il me le dit. Il me dit, ton implication, tout, elle me fait mal au cœur. Il me dit, j'ai mal au cœur pour toi. Il me dit, je peux rien faire. Tu prépare-toi pas à jouer. Donc je le sais. Je dis, coach, là, je lui dis à lui. Oui, je vois... Je suis d'accord avec vous. Vous voulez faire quoi? Ils sont premiers. Wilson, il est en pétard. Je dis, c'est normal. Donc il me dit, Anto, on est en novembre. Il me dit, soit reste sérieux comme t'es et tout jusqu'à janvier et t'essayes de partir. En janvier, je réfléchis et tout. Je me dis, l'année dernière, le prêt à Nottingham, tout ça, nana, ça n'a pas fonctionné. Je dis, janvier, un truc comme ça, je crois pas que je vais aimer. Donc je décide de rester. Donc je fais une saison blanche. Est-ce que tu joues des bouts de match même ou même pas Peut-être 2-3 j'ai fait peut-être. Ah ouais. Vraiment, s'il y avait 3 blessés. Ouais. Même pas dans le groupe des fois. Plus souvent pas dans le groupe que... Donc saison blanche. Et là, pour sortir de là, ça a été une catastrophe. Je fais tout l'été. Il me remonte en première ligue. Ouais, en plus. Marco Silva, il est honnête dès le début. Il me dit, Anto, je vais pas te mentir, trouve un prêt tout de suite. Non, mais c'est honnête. Parce que je préfère ça. Je préfère ça. Il y a eux qui m'ont aidé à monter. Nous, on va recruter parce qu'on est en première ligue. Donc, je préfère ça. C'est tout. Je me prépare à partir. Mais comme j'ai fait une saison blanche, c'est difficile. Aucun club. Et là, à ce moment-là, tu vas en Grèce. À ce moment-là, t'es focus sur le foot tout en là. À ce moment-là, comment tu fais pour être entre la blessure, entre le contrat, l'aspect financier aussi. C'est dur à gérer. L'aspect financier aussi où t'as changé de galaxie financièrement. Exactement. Et c'est ça. Parce qu'on n'en parle pas assez, etc. Est-ce que là, t'as divorcé ou pas encore à ce moment-là? Ouais, ça. Donc la vie de célibataire, etc. Il y a ça aussi, parce que moi, Londres, c'est une ville de fou. Enfin, c'est une mine de rien. Une ville de malade. Donc quand t'habites là-bas, non, mais quand t'habites là-bas, que tu sais quasiment que tu vas être hors groupe. Je passe notamment des 6 derniers mois là, entre janvier et juin. Tu sais quasiment que t'es hors groupe à tous les matchs. Que tu gagnes bien ta vie dans une ville où c'est cher, et donc quand tu gagnes bien ta vie, tu peux bien t'amuser à Londres. Comment tu gères ça pour garder le sérieux d'un joueur pro? Tu veux la vérité? On est là pour la vérité. J'étais un animal. Je sortais tout le temps. Je sortais tout le temps. Je sais que je vais pas être dans le groupe le week-end. Je sortais tout le temps. Et là, on rentre dans un engrenage à ce moment-là, parce que physiquement, mentalement, t'es au plus bas. T'es au plus bas. Et il n'y a que ça, que les restos, que les trucs qui te font croire que t'es bien dans ta vie. T'es dans un engrenage. Et là, le football, c'est plus la priorité à ce moment-là? Si, parce que
En fait, je me disais... Tu as un contrat de 5 ans, parce que tu vas quand même... Dans ma tête, je me disais l'année prochaine, il faut absolument que je pars en transfert pour revivre limite un dernier transfert. Ouais. Mais là, tu es déjà au bout de 3 ans de Fulham à ce moment-là. 3 ans de Fulham sans avoir vraiment joué montré. À part la première saison. Et à Nottingham, j'ai quand même fait 25 matchs à peu près, mais que j'ai pas été très bon. T'es dans un sale engrenage. Donc je me dis, soit je pars en transfert, mais je vais devoir baisser mon salaire. Et ça, c'est ce qui m'a fait refuser, au final, je suis honnête, et je finis à Volos, mes amis. Volos, mais c'est... Alors, moi, Volos, je connais un club en Grèce. Mais c'est où? Il a été créé il y a 6 ans. Ah ouais, d'accord, ok. Ah, c'est la SBLR, quoi. Là, je suis né à Saint-Denis, les gars. Mais c'est où, Volos? Je suis né à Saint-Denis. C'est où, Volos? Volos, c'est à 3 heures d'Athènes, si tu veux savoir. Donc, il faut faire 4 heures de vol et 3 heures de route. Ah ouais. J'atterris dans un Pourquoi truc. t'es là-bas? J'avais pas le choix. Il me restait que ça si je voulais jouer au football. Donc là, à ce moment-là, j'avais que ça. Il y avait personne. T'avais personne. Personne. Même de la Ligue en France. En de la Championship, Ligue 2, rien. En France, je voulais pas. À ce moment-là. J'ai refusé aussi beaucoup de championnats. C'est vrai que. Oui, tu t'es dit non. Enfin, tu voulais pas la France, mais t'as terminé à J'avais des offres. J'ai pas voulu. Je voulais plus être dans un endroit. Avec de la pression populaire. Donc je refuse tout l'été jusqu'à temps que je me rends compte, j'ai rien à la fin du mercato, les gars. Ah ouais, quand même. Jusqu'à temps que je me rends compte. Mais là, et là, mon agent me dit, frérot, il te reste que la Turquie ou la Grèce? Moi, je dis, la Grèce, c'est pas très loin de Dubaï. Je dis, voilà, on va en Grèce. Je lui dis, c'est quoi le club? Il me dit, Volos. C'est quoi ça? Je croyais que c'était une blague, moi. Je dis, il rigole de moi, c'est pas possible. Mais tu t'attendais la Grèce, tu t'es dit Panathinaikos, c'est Olympiakos, tout ça. J'arrive à Volos, les gars. Les équipements, on dirait un truc de foot en salle. C'est de la folie. Et là, tu prends une claque à ce moment-là, ou là, tu te réveilles et tu te dis, là, je suis en train de partir. Là, je sais que c'est la fin. Ouais. Je sais que c'est ça, c'est avant Valenciennes, hein, là, on est. c'est avant Valenciennes. Ouais, donc déjà. Ouais. C'est 1 an. Mais moi, j'aimerais te poser une question là-dessus, est-ce que le contrat, en fait, régit tout? C'est-à-dire que là, financièrement, à partir du moment où tu as pris... Ça fait beaucoup. Ouais. Tu as fait 50 contrats, tu te dis qu'en termes de standing financier, tu peux pas faire de très très gros efforts parce que tu as une sécurité financière. Là, je suis dans ma 4e année de contrat à Fulham. 4e. Donc après ça, il m'en reste encore une. Ouais, donc là, en gros, tu te dis, bon, je vais aller... Parce qu'on a des exemples là aujourd'hui, Kurzawa, plein de mecs, etc. Où nous, on se pose la question, mais pourquoi ces mecs-là, ils veulent pas rejouer au football, repartir dans un truc, etc. Mais en fait, t'es piégé par l'argent. Exactement. Où tu... Exactement. T'es piégé. Mais t'es piégé, c'est un bon piège. Oui, c'est un bon piège, mais en gros, oui, mais en fait, tu joues plus au foot, et en fait, c'est la dégringolade. Moi, ça, je vais là parler pour les gens qui connaissent rien du foot ou de la vie ou... Demain, t'es boulanger. Et je sais pas, ta société, par exemple, elle te ramène 100 000 euros par mois. Mais que tu peux aller dans la plus grande boulangerie de France et tu vas toucher 40 000. Frérot, tout le monde sur Terre, il va rester dans sa boulangerie à 100 000 euros par mois. Tu comprends ce que je veux dire? Ouais. Il y a un moment quand on te propose des trucs et qu'on te propose moins pour faire la même chose. C'est logique. Donc, moi, je me dis, il est hors de question, en plus de la misère qu'ils m'ont fait ce club-là, partir pour leur faire plaisir. Non, tu veux essayer. Je suis tout sauf bête. Ouais, tu veux laisser jusqu'à la fin. Je vais les saigner. Et encore, j'étais gentil, je leur ai laissé 1 an. Je leur ai laissé 1 an en signant en Valenciennes. Mais t'étais encore sous contrat, oui, c'est vrai. Il me restait 1 an. J'ai réussi à négocier. Ouais, j'aurais pas tout laissé non plus. C'est pas vrai. Oui, mais Anto. Non, j'ai réussi à négocier. Non, mais Anto, si on prend un peu de recul sur ta carrière, ça reste quand même, je vais pas dire un gâchis, t'as joué en première ligue, t'as vécu des trucs, etc. Mais quand même. C'est quand même 3 classes de première ligue. Parce que si on revient à 14 ans, quand le mec il te dit, écoute, mon copain, tu regardes. Si tu regardes en termes de palmarès à mon échelle. C'est une belle carrière. Voilà. Parce que j'ai quand même fait 4 montées de première championship en première ligue. J'ai quand même fait 4 saisons. Non, mais t'as connu le haut niveau. Pleine en première ligue. J'ai connu le haut niveau. Mais tes choix. Mes choix étaient catastrophiques. Voilà, si on analyse. En fait, c'est au moment où tes choix ont été régis par l'argent. Ils ont été catastrophiques. Ouais, voilà. Non, mais entre le Standard de Liège par rapport à la prime et là, Fulham par rapport à l'oseille, est-ce que sans cette. Et plus le fait que, en fait, Fulham, t'es obligé de rester 5 ans parce que tu te dis, sinon les mecs, ils vont me proposer 50 balles ou 100 balles et moi, je suis déjà à je sais pas combien.
ça fait que en fait ta carrière elle est pas linéaire, elle est pas cohérente footballistiquement, tu vois ce que je veux dire, sportivement. Ouais. Non, je sais. T'es conscient de ça, t'es conscient. J'en suis plus que conscient. Je sais que c'est mes choix aussi qui ont fait que. Mais j'étais pas stable mentalement non plus. Le décès de mon père, le divorce que j'ai eu 6 mois après le décès de mon père, ça a fait beaucoup. Ça a laissé des grandes traces. Je pense que sans la mort de mon père et sans mon divorce, il y a beaucoup de choses qui se seraient pas passées. Surtout qu'en plus l'histoire de ton père, c'est lui qui t'a boosté à mort. C'était mon bras droit. C'était celui qui me faisait briller sur le terrain. Ouais. Bon. Mais sans tout ça, je pense que j'aurais fait une bien meilleure carrière. Ouais. En fait, c'est au moment où ça peut encore plus péter que ça. En fait, j'ai à un moment été très très faible mentalement et ça m'a fait faire des choix improbables. Mais aujourd'hui, tu referais la même chose par rapport à l'oseille? Parce qu'il y en a beaucoup. Aujourd'hui, il y a beaucoup de débats sur l'Arabie Saoudite, sur la Première Ligue, etc. Moi, je parle avec beaucoup de joueurs, des mecs qui me disent, mais Walid, moi, je vais pas jouer la Ligue des Champions. La Ligue des Champions, c'est pour les très très grands joueurs et ils vont marquer l'histoire de la Ligue des Champions. Moi, je veux marquer l'histoire de mon compte en banque. Ce qui se tient. Ils ont tout à fait raison. Bah voilà, donc ces choix-là, toi, en vérité, tu les assumes et tu les referais. Bien sûr. Les gens qui parlent autour, qui critiquent, ça serait les premiers à vouloir avoir plus d'argent sur leur compte en banque. Je le dis, c'est pas je dis pas quelque chose de mal en disant ça. Tout le monde est pareil. La plupart du temps, les critiques, c'est c'est pas le bon choix, mais je pense que j'aurais fait pareil. Mais aujourd'hui, l'oseille dans le foot, toi qui es dans ce milieu-là, ça régit beaucoup de choix et pour beaucoup de joueurs. Aujourd'hui, il y en a beaucoup, de plus en plus. De plus en plus. Mais nous, on peut aussi le déplorer sur le fait qu'il y a beaucoup de joueurs qui, malheureusement, ne peuvent pas évoluer en termes de sportivement à cause de ça aussi. On peut le. Après, faut l'assumer. Il y en a qui ratent une grande carrière des fois par rapport à ça. Ça, c'est vrai. Mais Anthony, par exemple, Riyad Mahrez était très, 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 très fort. Il m'a toujours dit, Anto, si un jour tu dois faire une grande carrière, l'oseille, il sera là. Et il a été très fort mentalement, il a raison. Mais ça veut pas dire que tu la feras la grande carrière. Même en ayant les qualités. Il faut te donner les moyens de. Non, pas ça. Par exemple, Riyad, quand il finit meilleur joueur de Première Ligue avec Leicester l'année où il finit 2016, champion, c'est ça qui lance. Mais il faut la faire cette saison-là. Il faut savoir la faire. C'est pas donné à tout le monde. Il faut savoir la faire. Donc Riyad, il a raison dans ce qu'il dit. Et encore, il l'a fait et il sort pas tout de suite de Leicester. Non, mais il devait, mais c'est Leicester qui l'a bloqué. Après ça, c'est différent. Mais il faut la faire la saison, les gars. Bien sûr. Moi, je lui dis à Riyad, je dis frérot, tout le monde a réussi à la faire. Je l'aurais peut-être pas faite. Pas un talent pour la faire. Voilà. C'est plus un talent, c'est finir meilleur joueur de Première Ligue. Je lui dois tout mon respect, moi, sur ça. Bon, je pense que ça a été intéressant. C'était pas mal. Très, très bien. Merci Anthony d'avoir été. Merci à vous, c'était très bien. Franchement, c'était cool, c'est sympa, t'as kiffé? Ouais, j'ai kiffé. C'est bien, Club des 5 discussions. Tu nous diras quels sont tes potes avec qui t'as joué aussi pour qu'ils viennent au exactement. On va se faire le 11. On se fait le 11. En fait, on va faire le 11 de Lens U13 2008. Voilà, je pense que ça va être ça. Ça va être ça l'idée. On avait une belle génération. Mais on en entend parler, mine de rien, à chaque fois. On te souhaite tout le bonheur dans ta nouvelle vie. Merci les gars. Profite bien de ta nouvelle vie. Merci beaucoup. Et un grand merci à Swell qui nous a permis du Seven, qui nous a permis de. Parce que c'est comme ça que j'ai rencontré Anto, en regardant des matchs de foot, en débattant. Et merci d'être là et merci à Swell d'avoir facilité ça. Merci à lui. Non, parce qu'il nous a. Et juste pour terminer, il nous a dit quelque chose qui est très important parce qu'il a démarré très jeune. Et tu l'as dit, ça fait quoi ce qui s'est passé avec Varane. Mais il faut pas négliger ça, cette idée. De sacrifice. Ces sacrifices, ces arrêts qui sont précoces. Parce que nous, on se dit, il s'arrête à 31, 32 ans. Et il y a une réflexion derrière, il commence très très jeune. Oui, mais c'est ça. Il faut plus regarder combien d'années de carrière t'as fait plutôt que l'âge que t'as. Exactement. C'est un peu. Moi, elle a été très longue aussi quand on regarde bien. Parce que tu dis. Ça n'a pas été les mêmes clubs que Raph, on est d'accord. Je sais très bien, je sais d'où je viens et je me prends pas pour. Moi, j'étais un joueur moyen. Avant le début de l'émission, j'ai fait une longue carrière en termes de saison. J'ai fait une longue carrière. Avant le début de l'émission, je me dis, il s'arrête jeune, mais tu commences en réserve, t'as 14-15 ans. Ouais, voilà, exactement. Bon, merci Anthony. Merci à tous les socios qui ont été avec nous. N'hésitez pas à nous mettre des petits pouces bleus si vous avez kiffé l'interview, si vous avez kiffé. S'ils n'ont pas kiffé celle-là. S'ils n'ont pas kiffé celle-là, c'est parce que voilà. Ça, on commence la saison très fort. Merci à Farid Hachem qui a préparé et réalisé cette émission. Et puis on va se donner rendez-vous très vite pour une nouvelle émission du Club des 5. Ciao. Ciao tout le monde. Salut.